La frontière, elle est assez fine sur quand est-ce que tu as trop de processus ou pas assez. Ouais. Et souvent, on a eu des discussions avec les équipes où ils voient pas tout de suite la valeur ajoutée parce qu'elle aura peut-être un impact sur 3 mois, sur 6 mois. Parce qu'en fait, la gratification, elle n'est pas immédiate, quoi. On se lève pas le matin pour faire du process, on se lève pas le matin pour suivre un process, mais ce qui est gratifiant, en fait, c'est quand tu as des équipes qui commencent à aimer le processus. Ouais. Ça me fait penser à une phrase, l'humain n'a rien contre le changement, il a tout contre être forcé de changer. Qu'est-ce qui te semble être une évidence pour toi, mais que la plupart des gens ne font pas? Dire non. Ouais. Je pense, un naturel à vouloir dire oui, à plaire. Mais je pense que savoir dire non pour pouvoir justement mener tes projets à bien, ça paraît évident, mais c'est quelque chose qui est fait très rarement. Je dis toujours, en fait, la différence entre les pros et les moins pros, c'est en fait les pros, trop à penser, trop à faire, sans système, c'est l'épuisement. Alors bienvenue dans Process Advantage, l'émission où je donne la parole à des experts et des entrepreneurs qui ont mis en place des processus afin de booster le développement de leur entreprise. Pour soutenir l'émission, pensez à laisser un avis honnête. C'est ce qui m'aide le plus à m'améliorer et me faire connaître. Et si vous voulez installer un système d'organisation pour être plus efficace, rentable et serein au quotidien, direction organisologie.com, le lien est en description. C'est parti. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Vincent Privet. Il est l'actuel Chief Marketing Officer de l'entreprise suisse Neo, après avoir été des années Chief Operating Officer de cette même entreprise. Donc il a fortement contribué à la croissance de celle-ci. Ils étaient quelques collaborateurs il y a quelques années et maintenant ils sont des dizaines de collaborateurs et ambitionnent de passer plusieurs centaines de collaborateurs. Leur force, c'est qu'ils vendent votre bien immobilier ou un bien immobilier via le forfait, c'est un forfait unique. Et donc pour pouvoir se permettre de proposer ce forfait unique, forcément, il y a une optimisation des processus, une optimisation des ventes. Et donc, je vous invite à attacher votre ceinture. C'est parti. Super. Alors, Vincent, mon objectif aujourd'hui avec toi, ça me fait super plaisir de pouvoir échanger. Et mon objectif, c'est de comprendre finalement ton processus de vente chez Neo. Parce qu'en 2017, vous étiez 4. Ensuite, grosse croissance. Tout est relatif, mais belle croissance. Vous êtes à 130 à l'heure actuelle, en 2025. Une équipe de vente avec 60 personnes. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont aussi de la prospection à faire, de la vente à faire, j'aimerais les guider dans les étapes que tu as parcourues. Ouais. Comment tu as structuré tout ça, les erreurs qu'on fait tous, que tu as rencontrées, les choses positives que tu as mis en place, le retour d'expérience. Et voilà, tu es OK avec ça? Allez, cool, parti. Et pour commencer, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui surprendrait les auditeurs qui nous écoutent s'ils devaient passer une journée avec toi? Une journée au travail avec moi. Bon, je ne sais pas si c'est surpris, mais dans ma fonction, je dirais le point sur lequel je me suis habitué à faire ça depuis maintenant 7-8 ans, c'est la rapidité en fait de changement entre réfléchir à des éléments stratégiques, des objectifs stratégiques, de conceptualiser des projets sur un petit peu plus qu'un mois ou 2 mois. Donc vraiment l'orientation long terme. Et en fait, la réalité de l'opérationnel. Quand même, on travaille avec beaucoup de volume avec Neo. Donc, je dirais ça, ce mix entre réfléchir sur de la stratégie puis tout de suite passer dans de l'opérationnel dans les 10-15 minutes qui suivent. Ça, c'est un élément sur lequel je me suis habitué à faire ça. Puis c'est souvent des éléments qui revenaient, quoi. Je dirais, ça serait un petit truc. Et c'est vrai que c'est un élément compliqué qui pose problème pour beaucoup de gens. Le entre guillemets, daily business, le long terme. Exactement, ouais. C'est vraiment 2 tensions. Et en fait, tu la ressens dans beaucoup de livres sur le management ou des retours d'expérience. Tu as d'un côté l'exécution et d'un côté la stratégie. Donc, c'est un peu ça, travailler sur des projets long terme tout en gérant le daily business. Comment tu faisais justement pour passer d'un sujet à l'autre rapidement? C'est assez paradoxal parce qu'on a tendance souvent à dire qu'il faut se laisser ses block time et puis réfléchir à une stratégie et puis être complètement indépendant, puis après se faire ses sessions opérationnelles. Mais donc, c'est un élément sur lequel je travaille encore, justement, de pouvoir switcher de ces 2 éléments, puis pas de toujours être en alerte. Mais en fait, la réalité, elle était aussi que dans les dernières années, on a eu tellement justement de croissance et d'éléments nouveaux qu'il fallait aussi être je dirais, en support au service des équipes. On n'est pas une société qui a non plus 15 ans, 20 ans d'historique. Ça fait maintenant 8 ans qu'on a lancé. Alors, à notre échelle, ça paraît beaucoup, mais je veux dire, il y a encore énormément d'éléments sur lesquels on peut structurer, déléguer, reprocesser. Ce qui fait que même dans ma fonction en tant que directeur du département, je me retrouve à devoir répondre à des questions purement opérationnelles pour débloquer des situations. Donc, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est mieux gérer mon agenda. Je pense qu'on parlera de toute la partie calendaire.
Mais de manière générale, on essaie toujours de se trouver dans la journée des points où on peut faire avancer deux, trois équipes sur des éléments qui paraissent mineurs, mais qui leur débloquent une journée parfois, quoi. Hmm. Et ouais, j'aime bien poser cette question de la grosse galère que tu as rencontrée chez Neo. Est-ce que t'en as une comme ça que tu as sous la main? Les grosses galères, au début, je pense que on s'y attendait pas trop, mais c'était l'hypercroissance du début. Donc, on a lancé en 2017. Et 2017-2021, ça a été vraiment un petit peu le cliché de la startup où on lance sur le marché, ça commence à prendre, on commence à avoir du retour média, etc. Donc, on s'attendait pas à aller aussi vite. Et je dirais que c'est une bonne galère à avoir, hein, d'assurer de l'hypercroissance, mais c'est un élément sur lequel on a aussi décidé. Donc, on s'est lancé à Lausanne. On s'est rapidement développé en Romandie, puis au bout de 12-18 mois, on a tout de suite voulu aller en Suisse, parce que ça représente 60% du marché national. Et le fait d'ouvrir Zurich, de passer sur une deuxième langue, de réfléchir à un marché il est similaire, mais il y a quand même des grosses différences en matière de services et d'immobilier entre la Suisse allemande et la Romandie. Donc, la galère, ça a été de vite croître, vite recruter, de faire parfois aussi les mauvais recrutements, parce que je n'ai pas non plus cette expérience. Et c'est un peu le sujet aussi du jour, mais de se forcer tout de suite à structurer, à processer un service qui était toujours en construction. Parce qu'on venait de lancer, on se devait de restructurer pour pouvoir aller plus vite, pour onboarder plus d'agents et plus d'équipes, mais en même temps, on avait la majorité du service qui était toujours en train de pivoter, de s'affiner. Et du coup, ça a été assez chronophage. Et ça nous a quand même fait perdre pas mal de temps au début. Mais bon, voilà, on était sur le marché, on avait besoin de se développer, quoi. J'ai entendu dire qu'il y avait des grosses différences entre le marché roman et le marché suisse alémanique en termes de mentalité. Vous les avez ressentis aussi pour vous? Ouais, c'est vrai qu'il y a les lois, enfin, il y a quand même des changements entre des différences entre les cantons, mais la mentalité est aussi différente. Ouais, c'est ça. Bah, tu as le premier point qui est effectivement tout l'aspect légal dans l'immobilier sur lequel tu as beaucoup de normes cantonales. Je ne veux pas te dire que même en Romandie, c'est pas du tout les mêmes situations, que ce soit en Valais, à Genève ou dans le canton de Vaud. Donc ça, c'était un pan sur lequel on a dû aussi, voilà, en se lançant, en passant aussi sur des médias nationaux, on avait de la demande à Bâle, à Zurich, à Saint-Gall. Donc, on a dû tout de suite aussi comprendre les spécificités de chaque canton. Et après, oui, la mentalité, elle est, c'est un cliché en Suisse, mais elle est quand même différente. On a quand même une relation au prestataire, une relation au service qui est assez différente en Romandie et en Suisse allemande. Certaines similitudes, mais quand même des éléments sur lesquels on a dû réadapter les messages, réadapter une partie des process aussi en Suisse allemande, parce qu'on ne peut pas juste répliquer de 100% sur la Romandie, quoi. Dans l'introduction, je t'ai présenté, mais je le rappelle, tu es COO, tu gérais le marketing et les ventes. Non, les ventes et les opérations, c'est juste? Ouais, en fait, les opérations, c'est tout ce qui, ça va comprendre chez nous tout ce qui est commercial, vente, donc le front, tout ce qui est tous les agents sur le terrain, mais aussi tout ce qui est back office avec la coordination des ventes, la partie administrative derrière. Et puis donc moi j'ai eu ces fonctions pendant 8 ans. Puis j'ai aussi récemment aussi pris la direction du département marketing, parce que la spécificité de Neo, c'est que le marketing et les ventes sont quand même très reliés. En venant sur le marché, on a aussi voulu prendre les préceptes du digital, les préceptes e-commerce, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser toute notre force commerciale prospecter à 100%, on a décidé d'harmoniser, d'optimiser le temps des commerciaux et leur apporter beaucoup de leads par des campagnes marketing, ce qui était peu fait en fait avec les agences traditionnelles. Et donc voilà, donc je me suis occupé des deux départements là depuis quelques années. Et puis maintenant, je me focus plus sur la partie marketing. Et justement, pour être COO, c'est quoi la grosse force? Ou qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire un bon CEO pour toi? Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont qui voient l'organisation comme une prison, qui se disent, voilà, tu vois, qui ont beaucoup d'idées, qui sont visionnaires. Et à ces personnes-là, je dis, écoute, soit tu apprends à t'organiser pour structurer ta boîte, soit tu engages un COO. Ouais. C'est quoi la qualité d'un bon COO, selon toi? C'est vrai que moi j'avais de base, j'aime pas trop les process. Je pense de manière naturelle, même dans ma vie privée, je le fais. J'ai pas tendance à planifier tout ce que je vais faire dans la semaine, etc. Donc au début, c'était assez, comme toute startup, on a envie de tout faire, on a envie de dire oui à tout. Donc c'était assez, je dirais, assez prenant, mais j'ai appris à aimer le processus à cours de route. Je dirais
le moment où j'ai compris qu'il fallait qu'on processe, bah, déjà de première part, on a un business model qui, à l'inverse du modèle traditionnel, doit fonctionner avec plus de volume. On facture 2 à 3 fois moins que ce qu'une agence traditionnelle va facturer. Et du coup, de base, en venant aussi du monde digital, on s'est dit qu'on allait devoir optimiser le temps de nos équipes, essayer de vraiment rationaliser chaque étape du processus. Et ça implique de base de mettre des processus et s'assurer que si on a la chance de pouvoir croître et d'avoir du volume, ce qui fera que le modèle fonctionnera, derrière, on aura l'obligation d'être processé pour pouvoir aller assez rapidement. Donc la nature du business model qu'on avait, qui fonctionne en partie sur le volume, amenait de toute façon à devoir faire des processus. Mais je dirais au niveau personnel, l'élément qui m'a fait comprendre que les processus ça allait être important, c'est que en fait, au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Tu es obligé de pouvoir déléguer. Et en se lançant à Zurich, en ouvrant plusieurs cantons, on est presque présent sur tous les cantons. En fait, c'est tout simplement un gain de temps. Puis quand tu vois qu'avoir réfléchi sur un processus te permet ensuite à ce que tes équipes elles soient beaucoup plus autonomes et que tu répètes pas 4 fois les mêmes choses dans la semaine et puis que tu as un gain de temps pour faire avancer aussi des projets, bah, justement, de manière un petit peu plus longue. Là, du coup, tu commences à aimer le processus et puis à vouloir en mettre un petit peu partout, quoi. Et je dirais et pour revenir sur ta question du bon directeur opérationnel, on parle souvent de savoir dire non, de savoir prioriser, mais je pense que ça, c'est un des points qui était essentiel aussi chez nous. C'est que bah, nous, on a beaucoup de managers dans les départements opérationnels. Nos managers sont responsables du front, donc c'est généralement des équipes entre 8 et 12 personnes. Donc ils sont beaucoup au contact du terrain, beaucoup dans l'opérationnel, et puis beaucoup à supporter, aider leurs équipes vraiment dans le day-to-day. Donc le rôle derrière aussi d'un CEO, c'est plus par rapport à ces managers, ça va être de parfois leur sortir la tête de l'eau, d'essayer de les focus sur des sujets qui sont importants. Aussi parce que dans notre industrie, bah voilà, la vente immobilière, elle va couvrir énormément de domaines différents, que ce soit au niveau légal, au niveau vente, au niveau marketing, au niveau digital. Donc il y a beaucoup de thématiques différentes qui interviennent dans la semaine. Et puis bah, mon rôle, c'est de faire le point avec les managers et de pouvoir justement recadrer certains sujets qu'on pense plus prioritaires que d'autres. Donc ça, c'était un élément, donc prioriser, savoir dire non à des projets qui nous viennent souvent de l'extérieur ou même entre départements et puis pouvoir garder un peu sa ligne de mire, ça, je pense, c'est le point, c'est le point clé à mon avis pour ce rôle-là, quoi. Ouais, je pense aussi. Ça me fait penser à plein de choses, mais comment vous gardez la ligne de mire? Comment vous restez aligné entre guillemets, les équipes sur le terrain et la direction? Est-ce que vous avez un système d'objectifs? Est-ce que c'est des projets qui sont affichés? C'est quoi votre méthode de gouvernance? Euh, ouais, parce qu'en fait, toi, pour que tu puisses aider toi, le manager, viens, regarde, c'est là qu'il faut aller, ou c'est à ça qu'il faut faire attention. Toi, je pense que tu as à ton niveau une manière de se dire, OK, les fondateurs, les associés créateurs, la boîte, elle va où? C'est quoi la direction? Donc, parle-nous un peu de ça. Bah, là, en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est tout l'usage de la donnée. En fait, ce qu'on fait chez Neo, c'est que on récolte beaucoup de données et puis on la rend très transparente au sein des équipes, au sein de la société. Je dirais le premier point, c'est d'avoir ta North Star, ta métrique clé. Donc nous, on l'a divisé en plusieurs métriques maintenant, parce qu'on a aussi une filiale qui s'occupe de nos acheteurs pour le financement, par exemple, qui s'appelle Strike. Mais je dirais le premier point, c'est pas juste développer le chiffre d'affaires, c'était de pouvoir en fait décliner les objectifs finaux sur des objectifs qui sont compris par les équipes et sur lesquels ils peuvent aussi avoir de l'impact. Parce que aller voir un agent et de dire bah voilà, il faut que tu fasses un focus ici parce qu'il faut augmenter le chiffre d'affaires, c'est pas très pertinent, c'est pas assez palpable. Donc nous, ce qu'on a fait, et puis moi mon rôle aussi presque quotidien, c'est de regarder justement ces métriques globales. Ça peut être par exemple le nombre de rendez-vous d'estimation qu'on réserve pour nos agents, ça c'est un élément très important pour nous. Les taux de conversion de ces rendez-vous. Et après, chaque manager, en fonction du rôle et en fonction de l'équipe, on leur donne quelques KPI clés, mais pas non plus une cinquantaine. Et on fait le point très régulièrement là-dessus. Et ensuite, sur nos équipes, que ce soit les agents ou les équipes de coordination, là, on a des objectifs qui sont fixés d'habitude de manière trimestrielle, sur des KPI, je dirais entre 4 et 6 KPI par équipe.
et sur lequel là on fait vraiment un monitoring. Qui sont alignés sur la vision de la boîte. Exactement. Ouais. Hein? Normalement à chaque fois, et c'est aussi la manière dont on refuse ou on décide de lancer un projet avec nos équipes produits par exemple, qui s'occupent de la plateforme, c'est que ça doit répondre à 4 KPI ou 4-5 KPI clés sur l'année, et tout ce qui va pas pouvoir rentrer dans ces KPI, donc ça rejoint un petit peu la méthode des OKR. Ouais, c'est ça. Derrière, on va plutôt soit le mettre de côté, soit attendre un prochain trimestre ou un prochain semestre pour le lancer, quoi. Et c'est toi qui dois, entre guillemets, calmer les ardeurs des équipes qui aimeraient faire ceci ou cela. Ouais, c'est ça, c'est que c'est toujours un petit peu, ça c'est un peu la gestion peut-être de la frustration ou anticiper les demandes, mais on a la chance qu'on a des équipes qui sont très engagées par le modèle qu'on veut mettre sur le marché. Donc on a aussi beaucoup de propositions qui arrivent des équipes, et on essaie beaucoup d'écouter nos équipes C'est intéressant sur le terrain, etc., qui viennent proposer du process, qui viennent proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, parce qu'ils entendent parfois les demandes, mais si on dit oui à tout, après on va se perdre, et puis derrière on va se confronter avec les objectifs qu'on s'est mis en début d'année. Donc ça c'est un petit peu aussi le travail de pouvoir écouter ton équipe, écouter les propositions qu'ils vont te faire, mais aussi derrière te reposer un petit peu puis te dire bon, est-ce que ça va vraiment rejoindre l'objectif qu'on s'était fixé, ou est-ce que c'est un élément qui va être plutôt secondaire, et auquel cas on va devoir y travailler plutôt dans une période un peu plus calme comme l'automne par exemple, ou l'hiver, où là c'est une période en immobilier qui est assez calme. J'attire les auditeurs qui sont toujours avec nous sur ce que tu as dit, sur le fait d'écouter les équipes, et des fois de se dire ah ouais, ce qu'il a dit là, ah c'est intéressant, il y a aussi dans cette équipe, ah il y a aussi dans cette équipe, et se dire ah bah peut-être ça pourrait devenir un objectif pour le prochain trimestre. Et de cette manière, il y a ce mélange top-down, bottom-up. Je trouve qu'il est inspirant aussi pour les équipes, pour se dire ah ben là pour le prochain trimestre, l'un des objectifs clés, ça vient de nous, quoi, entre guillemets. Et ils ont souvent raison en fait parce qu'ils sortent pas ça du chapeau, ils sortent ça d'interaction client derrière, et puis nous on s'est toujours mis un objectif, mais c'est même au niveau structurel, c'est typiquement avec les sales, on a une structure. Alors on a un bureau à Lausanne, un bureau à Zurich, pour nos 2 bureaux principaux, et après nos agences sont un petit peu dans toute la Suisse, mais l'idée c'est tout le temps de les réunir toutes les 2 semaines dans nos bureaux, et puis voilà, de parler de nouveautés produits, etc. Mais il y a toujours une section dans les éléments sur lesquels on récupère les retours terrain, et c'est aussi pour ça que typiquement notre filiale en financement, en courtage, en hypothèque. Donc Strike, c'est ça? Strike, ouais, Strike Advisory. C'est intéressant le nom, Strike. Ouais. On a lancé il y a 3 ans maintenant. Mais ça, c'est aussi venu en partie du retour de nos agents et puis de nos équipes de coordination qui étaient en contact avec les acheteurs. Et on a aussi remarqué que les acheteurs sont généralement moins accompagnés sur le processus de vente immobilière que les vendeurs, qui, eux, ont toujours eu la chance et l'opportunité de se faire accompagner par des agences. Et donc, c'est comme ça aussi que parfois, on a vraiment eu des gros produits, des gros nouveaux services qui sont vraiment venus du terrain. Ouais, Thibaut justement qu'on connaît, je lui avais demandé, je me souviens plus de la question, mais c'était l'action qui lui avait apporté énormément de résultats, et au moment où il avait racheté une entreprise en Amérique du Sud, c'était pas des vendeurs, mais ils avaient tous des gros clients en fait, hein. C'était une petite boîte qui avait des gros clients. Ouais. Mais les mecs, c'était pas des vendeurs. Et Thibaut leur dit, OK, à la fin de chaque discussion, vous finissez avec la question suivante: en quoi d'autre je peux vous aider? et il devait noter sur la feuille et ensuite analyser les informations. Et il a dit, il y a eu des pépites qui sont arrivées comme ça, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le réflexe de simplement demander aux clients existants en quoi d'autre je peux vous aider. Et c'est ainsi qu'il a pu développer de nouvelles offres, de nouveaux marchés, etc. Et je trouve que c'est très, très intéressant parce qu'on n'a pas toujours le réflexe, hein, de se dire en quoi d'autre je peux vous aider. On est focus dans la vision tunnel. Oui, tu as envie de délivrer ton service, de bien faire, de tout expliquer, mais c'est une des bases de la vente aussi, hein, de savoir faire justement ressortir ton besoin de ton client avant de lui dérouler ton pitch et puis toute ta brochure qui montre que tu es le meilleur sur le marché. C'est ça. Et il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié qui, en fait, comme je le vois, c'est l'optimisation vous permet d'être compétitif et de proposer un autre business model. Parce que votre business model, c'est aussi, je vais y venir plus tard et je l'ai dit dans l'introduction, mais en gros, c'est vous vendez.
c'est clé en main, c'est-à-dire c'est un forfait, c'est juste. C'est un forfait. C'est un forfait. Mhm. Donc, c'est-à-dire, vous permettez à des personnes d'acquérir un bien immobilier ou de vendre leur bien C'est immobilier, pour la vente. de vendre leur bien immobilier, mais au forfait. Alors que les d'autres Structure d'autres traditionnelle. structures, c'est pas au forfait et donc les coûts sont beaucoup plus importants. Exact. Et c'est comme ça que vous le différenciez. Ça, c'est vraiment en fait la jeunesse de Néo, c'est que on voyait sur le marché, on était aussi par exemple, certains consommateurs dans le monde de la promotion immobilière, par exemple, Mhm. ou dans le milieu immobilier en général, le marché, puis généralement le marché mondial, lorsque tu veux vendre ta maison, ton appartement, tu vas voir un agent, un courtier traditionnel, il va te facturer, ça dépend des zones, ça dépend du type de bien, mais en ce moment, on est entre 2 et 3% de commission. Mhm. Nous, la moyenne, typiquement, des transactions chez nous, elle est aux alentours des 1,2 million. Donc, ça fait une moyenne qui est entre 25 et 35 000 francs de Mhm. commission. Et nous, vraiment, on trouvait pas ça correct parce qu'on sait que un processus de vente qui est bien optimisé, ça doit te prendre entre 25 et 40 heures de travail. Mhm. Toujours des biens qui vont te prendre un petit peu plus de temps Bien que ça, sûr. mais on a toujours trouvé décorréler le montant qui est payé pour la prestation et pas forcément la qualité de la prestation, mais le temps passé sur la prestation. Mhm. C'était encore une des dernières industries sur lesquelles on va payer en fonction pas de la valeur du service qui est proposé, mais la valeur du bien que Poriver détient. Puis pour nous, c'est une ineptie totale, en fait. Mhm. Ça fait pas de sens. Et puis c'est la raison pour laquelle on a souhaité proposer un modèle au forfait qu'on trouvait beaucoup plus juste, qui est en moyenne 2 fois moins cher que la moyenne de ce qui est facturé sur le marché. Mais en proposant ce modèle, on était aussi conscient qu'il va falloir repenser le système de vente et puis l'optimiser à chaque étape. Parce que voilà, Parce que je dois passer moins de temps, en fait. exactement. Et puis, mais par contre, on va pas passer moins de temps à conseiller nos clients, Mhm. mais on a pris la majorité du processus qui est assez chronophage, qui est assez administratif. Et puis ça, grâce au digital, on l'a automatisé ou on l'a optimisé. On travaille aussi beaucoup avec des partenaires, typiquement les portails immobiliers, qui aujourd'hui ramènent 95-97% des acheteurs. Mhm. Donc en fait, le métier maintenant d'un courtier, d'une agence, c'est pas forcément de détenir un acheteur et puis de te l'amener à toi propriétaire et puis de récupérer un pourcentage au passage. C'est en fait d'être mandaté pour correctement estimer, mettre en valeur parfaitement le bien et puis ensuite le servir sur les portails pour négocier avec le maximum d'acheteurs et puis t'amener chez le notaire. Et ça, c'est un processus qui, chez nous, dure 25-30 heures. Et puis du coup, le coût de la prestation, il pouvait être divisé par 2 si tu étais bien optimisé. Et puis c'est ce qu'on a essayé de proposer sur le marché. Ouais, c'est une sacrée économie, hein. Et qui fait du sens. Donc je crois qu'on a fait les calculs. En 8 ans, on a fait économiser un peu plus de 110 ou 120 millions de commissions aux propriétaires en Suisse, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait Ça fait plaisir. Excellent. Donc là, on parle justement des processus, hein. Tu parlais, les gens, ils arrivent, les acheteurs mettent l'acheteur, le vendeur, voilà, et puis ensuite l'amener chez le notaire. Ouais. Parle-nous un peu du processus, puisque c'est quelque chose, c'est un peu un élément central sur tous les épisodes que je fais. J'aime bien que mes auditeurs pensent et éventuellement aient le désir de mettre en place des processus. En évitant les erreurs et tous les abus qu'on peut avoir, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une grosse question de dosage. Comme beaucoup de choses dans la vie, je pense que c'est la différence entre le bien et le mal, c'est une question de dosage. Mais par où vous trouvez un client idéal? Puis guide-nous un peu dans les étapes par lesquelles il va passer. Ouais. Mais dans les grandes lignes, hein, sans trop aller dans le détail, mais en gros, voilà, pour que les auditeurs nous comprennent ce que fait Néo, mais sous le plan processus. Ok. Je dirais le processus est relativement classique dans le monde immobilier. Je dirais la première étape, donc nous on s'adresse aux acheteurs, mais ça c'est en deuxième partie de processus, à part pour Strike, où pour eux ils sont dédiés aux acheteurs, mais si on prend l'axe Néo, nous on s'adresse aux propriétaires qui souhaitent estimer ou qui souhaitent vendre leur bien. Donc la première étape, généralement, donc nous on fait beaucoup de marketing digital et de marketing offline, parce que J'ai vu vos affiches. ouais, voilà. Ouais, elles sont bien aussi. Ouais, donc ça marche bien justement les affiches. Notre audience en fait, elle est un petit peu partout, donc tu sais jamais vraiment. Donc on préfère investir sur chaque canal. Mhm. Donc on fait beaucoup de marketing pour alerter sur notre marque, alerter sur notre service. Mais là ça va être plutôt sur la partie digitale. On fait aussi beaucoup de contenu éducatif, informationnel, enfin beaucoup de SEO, d'organique, parce que
le monde immobilier, même si on est propriétaire depuis 20, 30, 40 ans, on a parfois des profils de clients qui sont très techniques, qui connaissent vraiment parfois même les lois, etc., et qui sont vraiment assez précis. Mais on a aussi des propriétaires qui sont pas autant éduqués. Donc on a besoin, je pense, d'informer et puis d'expliquer un petit peu comment fonctionne le marché. C'est ce qui nous fait avoir justement des contacts avec les propriétaires. Et après, la première étape, généralement, c'est presque 100% des cas, c'est une estimation en ligne ou un contact directement avec nos agences ou nos agents qui sont dans chaque région. Donc en fait, la personne, elle arrive sur votre site. Et Elle vous a, par exemple, elle vous a vu dans la gare de Lausanne, l'affiche, tac. Je dis, ah, c'est intéressant. Vont sur le site web. Et elle arrive. Et là, elle peut estimer son bien. Voilà, elle peut soit regarder déjà avec quel agent elle aimerait être en contact, avoir des informations sur le marché, ou elle peut gratuitement estimer son bien en ligne, sur lequel nous, voilà, on a un algorithme qui va permettre d'estimer, mais ça va rester une fourchette parce que une bonne estimation, elle va toujours devoir passer par une visite sur place. Ça, c'est la prochaine étape chez Néo. Mais de manière générale, on va leur proposer une estimation en ligne qui est gratuite, qui est sans engagement et qui leur permet déjà d'avoir une fourchette sur la valeur de leur bien. Et ça, c'est la première étape et c'est là que nous, on rentre en jeu aussi à les recontacter. Nous, on recontacte toutes les personnes qui ont fait une estimation en ligne pour voir si ça s'est bien passé, si ça correspondait aux attentes et déjà de voir si on peut leur offrir un premier conseil ou s'ils ont des questions sur la partie prix. Et derrière, dans le cadre des projets de vente, là, on va aussi proposer de se rendre sur place pour rencontrer les clients, pour estimer le bien de manière plus précise. Parce que c'est vrai que les algorithmes, il y a un grand débat sur les algorithmes d'estimation. C'est un des pans de l'estimation, mais tu dois toujours te rendre sur place pour te rendre compte vraiment de l'état du bien, de la micro-localisation. Et puis, tu dois aussi pouvoir voir tout ce qui est aux alentours, tous les environs. C'est ça qui te permettra d'avoir une estimation très précise. Donc ça, c'est vraiment la première fois où on va rencontrer le client. Donc l'agent local va se déplacer, rencontre nos clients, va leur donner une estimation ensuite, qu'il aura calculée à l'aide de plusieurs éléments, mais on va comparer les transactions de la région, on va analyser les annonces en cours de la région, et puis on va aussi regarder tout ce qui est estimation bancaire. Ça, c'est un élément qui est très important, notamment sur le marché suisse. C'est que nous, on a des logiciels d'estimation qui sont aussi utilisés par les banques. Comme ça, on va pouvoir aussi dire aux propriétaires, voilà, votre bien, il se situe dans cette fourchette, on pense l'estimer dedans, et bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle parfois, la banque, elle va le placer à ce niveau-là. Et c'est très important parce que derrière, l'acheteur va refaire le même travail avec la banque. Donc, quand on va sur le marché, Pour faire une autre proposition. voilà, on est obligé de savoir ce que la banque de l'acheteur va dire pour savoir si on est dans le tir et pour conseiller au mieux le propriétaire sur sa commercialisation. Donc en fait, ils vous trouvent dans la gare ou sur Google parce que tu as mentionné le SEO. Ouais. Donc c'est des articles, ça peut être aussi des vidéos sur YouTube. Alors YouTube vidéo qu'on fait pas encore. Ok. Ça, c'est encore un des axes qu'on doit développer. On a encore des choses à faire. Ouais, c'est sans fin. Ouais. Mais SEO, on fait beaucoup effectivement beaucoup de contenu avec du blog et puis aussi beaucoup de projets SEO. On informe beaucoup sur les prix au mètre carré des régions, par exemple. Ensuite, estimation. Ensuite, là, vous avez la personne qui rentre dans votre logiciel en mode, il y a cette personne qui a fait une heure là. Si elle vous a pas contacté, vous la relancez pour savoir si ça s'est bien passé. Ensuite, il y a une estimation avec un spécialiste qui va aller voir la personne sur le terrain pour voir s'il y a des choses pour simplement replacer le contexte. En gros, avec vos propres indicateurs, l'expérience du gars. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, on va venir leur rendre leur rapport d'estimation, expliquer pourquoi on est arrivé à tel ou tel chiffre, et puis parler du projet de manière générale, la stratégie de vente des propriétaires. Et puis après, les propriétaires peuvent décider de travailler avec nous ou pas. On a des propriétaires qui estiment et qui ensuite soit travaillent avec un concurrent, soit essayent de vendre seul aussi. Il y a quand même une grande partie du marché qui essaye de vendre seul. Mais dans la majorité des cas, ils veulent quand même travailler avec nous et ils nous mandatent et voilà, on signe le contrat. Puis à partir de ce moment-là, on lance la commercialisation. Et là, tu as plusieurs étapes. La première étape, ça va être de mettre en valeur le bien. Donc, on va dépêcher un photographe professionnel. On va faire une visite virtuelle, refaire des plans laser, refaire des photos drone. Ensuite, on va travailler l'annonce, on va travailler les documents avec le propriétaire. Et derrière, lorsque tout est validé, on va aller sur les portails immobiliers. Donc, on diffuse sur plus de 30 plateformes en Suisse et à l'international. Et c'est là que le jeu commence. C'est là que les acheteurs se font alerter sur telle ou telle propriété. Et derrière,
schéma assez classique, on reçoit les demandes, on qualifie, on discute avec les acheteurs. On s'occupe aussi des visites, donc on va organiser les visites, faire... Ah, c'est vous qui gérez les visites avec les acheteurs intéressés. Donc, il faut quand même bien qualifier l'acheteur pour pas se retrouver avec 100 visiteurs. Ouais, voilà, pas faire du tourisme immobilier, ce qu'on appelle. Et puis on a plusieurs packs. Donc en fait, parfois on a des propriétaires qui veulent eux-mêmes faire visiter leurs biens. Et donc ça, c'est totalement une option qui est envisageable chez nous. Mais sinon, s'ils souhaitent complètement déléguer, voilà, l'agence s'occupe de tout. Visite, négociation, organisation aussi du financement parfois pour les acheteurs avec Strike, dans le cas où l'acheteur n'est pas arrivé avec une attestation ou n'a pas trouvé de conditions qui lui est suffisante avec sa banque, jusqu'à arriver chez le notaire et puis finaliser la transaction chez le notaire. Donc voilà, tout le processus en fait. Et en parallèle, je dirais la différence aussi qu'on a avec Neo, c'est qu'on a développé une plateforme qui te permet, toi, en tant que propriétaire et aussi en tant qu'acheteur, de voir tout ce qui se passe. Alors, on donne plus d'accès au propriétaire parce que c'est quand même lui qui nous mandate, mais l'acheteur a aussi certains accès pour avoir des informations sur les documents, etc. Mais le propriétaire, et je pense que c'est un point très important aussi dans notre industrie, il a de la transparence. Il sait s'il y a des acheteurs qui se sont inscrits un dimanche soir, il sait qui va consulter la visite virtuelle, il sait si nous, le lundi matin, en arrivant, on a contacté cet acheteur, on a négocié... Ça le rassure, il voit que ça bouge, ça va peut-être réduire le nombre d'emails. Voilà, parce qu'ils disent, c'est bon, c'est fait, ils sont en train de travailler pour moi, parce que parfois, effectivement, tu as des propriétés qui mettent 2, 3, 4 mois à se vendre, mais le propriétaire, il a un accès 100%, puis comme il peut, d'une certaine manière aussi, être rassuré, puis vérifier un peu ce qu'on fait, il y a une relation de confiance qui est vraiment bonne, parce qu'on sait voilà, que dans le monde immobilier, il y a une certaine méfiance toujours avec les agents immobiliers, pour pas dire d'autres termes. Donc ça, c'est un élément qu'on a voulu assez rapidement mettre sur le marché. C'est de la transparence, que ce soit à l'interne, on parlait des données, etc. à l'interne, mais aussi beaucoup envers nos clients, parce qu'on considère que c'est un des points clés pour une bonne relation. Et je pense que ça, c'est un des atouts qu'ils aiment vraiment dans notre service. En tout cas, ça me parle. Et là, moi, quand tu m'expliques les étapes, dans ma tête, c'est OK, comment vous gérez en fait les données dessous, les logiciels. Et là, ce que je vois, quand tu me le décris, c'est un système qui est relativement avancé. Et ça me fait penser à la loi de Gall qui stipule qu'un système qui est complexe et qui fonctionne a nécessairement évolué d'un système simple qui fonctionnait. Si on regarde le modèle Ford, la première voiture, assez simple, tu pouvais le monter en 2 heures. Maintenant, les voitures Tesla, beaucoup de mécanique, tout ça. Mais si tu cherches à l'époque à faire une Tesla, bon, la technologie n'était pas là, mais même si tu te dis, OK, je vais essayer de faire quelque chose de complexe, de mettre en place un système complexe, ça fonctionne jamais. En fait, c'est vraiment des itérations. Donc, quand vous avez démarré, j'imagine que c'était pas en place, que le site web n'était pas en place. Ouais. Donc, par où vous êtes passé, encore une fois, dans les grandes lignes, on va dire, on revient sur le processus de vente. Au début, ça ressemblait à quoi au tout début? Pour rassurer aussi ceux qui nous écoutent, qui sont au purée, j'ai pas tout fait en place. C'est bon. Non, alors on rassure ceux qui nous écoutent. Donc, au début, c'était vraiment pas aussi développé. Ça s'est beaucoup construit. En fait, donc, de base, on savait qu'on voulait, dans notre modèle, parce qu'on voulait absolument apporter de la transparence sur la transaction, on savait qu'on allait créer une plateforme qui permettait aux vendeurs de voir ce qu'on faisait. Mais au début, les éléments de la plateforme, c'était j'ai reçu une demande de visite ici, et puis je vois qu'il y a une note de l'agent, et puis derrière, j'ai vu qu'il y a une visite qui a été bookée ou une offre qui est arrivée, par exemple, ou je viens de recevoir mon rapport d'estimation. Maintenant, on est à un niveau où voilà, alors, il y a beaucoup d'outils qui ont évolué, mais le vendeur, il va pouvoir voir si l'agent a fait un téléphone, et puis combien de temps a duré le téléphone. C'est combien de temps on est en train de travailler avec les outils IA. C'est un petit peu bien sûr la tendance du moment, mais c'est clair. D'avoir aussi les transcripts automatiques, des rapports de marché automatiques, ce qui fait que le vendeur a pas forcément besoin tout de suite d'avoir un contact téléphonique avec l'agent. Il peut être dans son canapé le soir, il peut avoir l'information sur l'état de sa propriété. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez répondu à cet acheteur qui avait demandé un certificat? Oui, le document a été envoyé, et ça rassure énormément. Et cette idée-là, Comment elle est venue? Ouais, c'est ça la question. Parce que, à t'entendre, elle était là au début. Est-ce que vous avez fait du même benchmark? Il y a un des fondateurs qui s'est baladé, je sais pas, aux US, en Chine, peu importe. Comment vous l'avez eu, ou c'était plutôt en écoutant le marché? Plus en écoutant le marché,
toutes les personnes du début, en fait, on est tous allés sur le terrain. Puis les premiers agents, c'était nous. On allait voilà, rencontrer nos premiers clients. On était obligé de passer par cette étape. En tout cas, on le voulait pour vraiment, voilà, on voulait pas avoir des personnes du monde traditionnel qui viennent nous expliquer comment ça se passe. On en a écouté beaucoup. On a même engagé aussi beaucoup de personnes du monde traditionnel. On a voulu apporter cet élément aussi. On part d'une feuille blanche et puis on va vraiment écouter le client. Et puis, typiquement, le savoir si un document a été envoyé, ça, c'est aussi beaucoup de requêtes clients, beaucoup de questions qui nous revenaient, qui nous disaient, est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que vous l'avez rappelé une deuxième fois parce qu'il m'avait dit qu'il voulait réfléchir, etc. Donc, d'informer sur nos actions, ça s'est construit beaucoup sur la base des questions que nos clients nous envoyaient. Puis petit à petit, c'est comme ça qu'on l'a construit. Parce que ça, c'est une charge de travail incroyable. Hein. C'est beaucoup, effectivement. Le fait de rassurer, de trucs, de machin. Mais justement, c'est toute une des clés de Neo, c'est justement de pouvoir les rassurer sur une donnée. Donc tu peux pas enjoliver la vérité, tu peux pas mentir, tu es obligé de dire voilà, cette personne, je l'ai appelée dans les 24 heures. Donc c'est pour ça qu'aussi avec nos équipes, on a des SLA, donc des Service Level Agreement, c'est-à-dire qu'on sait qu'un acheteur qui fait une demande de visite dans les 8 heures ouvrées, il va recevoir son premier coup de fil. Dans plus de 90% des cas. Et ça, c'est des éléments qu'on arrive ensuite à prouver aux propriétaires. Et je te dis, ça, c'est des données qui arrivent et qui sont automatisées. Ouais. Et c'est vrai que là, on gagne énormément de temps, ce qui fait aussi que nos agents, ils peuvent passer plus de temps à adresser des problèmes de fond, que ce soit sur une vraie négociation avec un acquéreur, sur l'organisation d'un, structurer un deal avec un acheteur qui vit à l'étranger, ce genre de choses. Donc, tout ce qui est relativement automatisé, qui prouve qu'on a fait notre travail, ça, on a voulu le déléguer à la plateforme. Et comme ça, quand on est en contact avec nos clients, on est vraiment en train d'expliquer des éléments de légal, de négociation, de processus commercial. C'est aussi pour ça aussi, je pense que nos agents, ils aiment bien travailler chez nous. C'est qu'en fait, c'est un métier qui est revalorisé. Il y a vraiment le côté conseil et accompagnement qui est mis un peu plus au centre et pas seulement la justification de tes activités. Ça, c'était un effet qui se coule qui n'était pas forcément prévisible. Voilà. Non, alors c'est vrai qu'on n'a pas le lancé en se disant. Ah ouais, voilà. Mais après, vous dites, mais en fait, les gens, ils aiment travailler chez nous parce qu'ils peuvent se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Et c'est ce que je vois aussi dans les boîtes qui n'ont pas de processus, c'est que tu réinventes la roue, tu dois refaire des choses qui ont été faites par la personne qui est partie il y a 2 mois et qui est pas. Il y a pas d'outils qui peuvent te soutenir. Et puis, en fait, au bout d'un moment, tu peux avoir cet aspect un peu démotivant du travail parce que c'est le travail qui pourrait être délégué, entre guillemets, à une machine. Ouais. Mais ça aussi, l'aspect aussi centralisé d'information. Alors, on disait effectivement, on n'a pas commencé. Au début, on a commencé avec un CRM, avec Pipedrive, qu'on a essayé de connecter un petit peu avec les 2-3 outils qu'on avait. Du Zapier. Et voilà, c'est la classique. Tu prends Pipedrive, tu connectes à Zapier, et puis derrière, tu as 2-3 interactions avec les 2-3 logiciels que tu utilises au début. Mais rien que ça, en fait, de cette forcée. Et encore, tout au début, on faisait des rapports de marché, des rapports commerciaux dans une chaîne d'email. Mais on a vite vu que ça allait pas fonctionner. Donc, de centraliser les informations sur un CRM, ça paraît assez cliché, mais c'est absolument essentiel. Aussi parce que si on veut se développer, scaler, on a besoin de centraliser l'historique. Et nous, il y a un usage qui est aussi très fort là-dessus, maintenant dans la plateforme, c'est que voilà, on a beaucoup d'équipes différentes. On a l'équipe de coordination, on a l'équipe pour Strike, on a l'équipe des agents, on a l'équipe aussi du premier conseil au téléphone. Donc, on a 4 grandes équipes sur le processus de vente. Ils ont besoin aussi de recevoir l'information en temps réel. On a besoin, dans le cadre typiquement de vacances d'un agent, toutes les interactions sont centralisées et on peut remplacer nos agents en vacances. Ça paraît assez bête à dire, mais de manière générale, dans le monde traditionnel, quand l'agent part en vacances, il n'a pas... Ça s'arrête. Voilà, il dit « je reviens dans 2 semaines » ou il travaille pendant ses vacances pour garder le contact. Nous, par l'usage justement de ces process et de la plateforme, on peut reprendre un dossier en cours et s'assurer que la signature chez le notaire, elle se déroule parfaitement, même si l'agent est en vacances. Et ça, c'est des éléments qui, petit à petit, en fait, font un gage de qualité sur ton service. Et ce qui fait que ça tourne, quoi. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi vous pouvez vous permettre de faire des forfaits, en fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on a vraiment, je dirais, en termes de processus et de temps, les 2 gros éléments qui font qu'on a facturé beaucoup moins, puis qu'on a redonné l'économie aux propriétaires, c'est que nos agents font moins de prospection qu'à moyenne. Ils font aussi de la prospection, ils se développent aussi leur réseau et puis leur région.
mais ils en font quand même passablement moins que le modèle traditionnel qui va faire entre 60 et 70% de sa semaine à prospecter, aller chercher du client. Donc tout ça, c'est du temps économisé. Pourquoi? Parce que on fait du marketing. On a plusieurs personnes qui viennent justement du monde du marketing et du digital. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justement d'avoir optimisé chaque étape pour que en fait les tâches assez chronophages, assez administratives, assez répétitives, elles puissent être faites automatiquement. Parce que voilà, un propriétaire, il veut sa visite d'organiser, de savoir si nous, on a fait 8 coups de fil ou si en un coup de fil, parce qu'on a un processus établi, on a réussi à l'organiser. Au final, ça lui change rien. C'est ça. Lui, Et derrière, il veut vendre, quoi. donc derrière, on économise énormément de temps sur nos équipes commerciales, ce qui représente à peu près la moitié de la société. Et c'est ça qui fait qu'on gagne du temps, qu'on peut passer plus de temps avec nos clients ou gérer plus de clients par personne et à la fin facturer un tarif qui nous paraît assez honnête, quoi. C'est cool, c'est cool. Ça, je trouve que c'est un très bel, un très bel exemple de comment le processus sert le client final, quoi. Et aussi les gens qui bossent à l'intérieur, parce que en fait, tu les décharges de pas mal de travail, de tâches, de travaux et de tâches qui pourraient, qui ont été outsourcées entre guillemets au système. Ouais. On se lève pas le matin pour faire du process, on se lève pas le matin pour suivre un process, mais ce qui est assez gratifiant en fait, c'est quand t'as des équipes qui commencent à aimer le processus ou à carrément se le réapproprier, puis à le réaffiner, le redévelopper, parce qu'ils voient qu'ils gagnent du temps, qu'ils arrivent à développer aussi leurs affaires, etc. Et donc ça, c'est un élément qui démystifie un petit peu ce processus qui, au départ, voilà, quand on dit qu'on va processer, mettre de la compliance, etc., ça fait toujours un petit peu peur. Ouais. Mais s'il est vraiment en train de débloquer beaucoup de temps et d'inquiétude aussi, derrière, après, ça se passe assez naturellement. Et parle-nous justement un peu des problématiques que tu as rencontrées quand tu as mis en place ces processus. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles, hein? Tu parlais de la croissance. C'est difficile de mettre en place des process en croissance rapide. Alors, est-ce que c'était une question est-ce que la problématique était de croissance? Est-ce que c'était aussi une résistance des équipes? Parle-nous un peu des difficultés, parce qu'il y en a eu, hein. C'est assez clair, normal, ça fait partie du truc. Les difficultés qu'on a eues, la première partie, c'était vraiment on a eu une hyper croissance au départ. On a ouvert Zurich assez rapidement. Du coup, on a ouvert le reste de la Suisse alémanique. On était assez rapidement dans une quinzaine de cantons. Donc, le premier point qui était compliqué, c'était de pivoter, d'affiner notre modèle, d'écouter le marché. Tu vois, on était très technologique au début. On a compris quand même qu'il y avait un aspect relationnel qui reste très fort dans le marché immobilier. Donc, c'était d'affiner les processus, notre manière de faire, mais en même temps de construire un processus pour permettre à des équipes qui arrivent dans les recrutements de pouvoir les onboarder rapidement. Mais 3 mois après, donc on essaie d'être assez agile, assez rapide. Puis 3 mois après, alors que les personnes elles sortent de leur onboarding, de réajuster une formation, Elles ont été formées sur un process. Ouais. Et donc ça, ce côté agilité et avoir des personnes qui, au final, c'est quand même un effort assez grand au début, hein, de suivre tout ce processus, de devoir se remodeler alors qu'on en ressort d'une première formation. Ça, c'était un point qui était assez difficile à établir, sur lequel, voilà, c'est normal, tu as des frictions des équipes, des frustrations. Ça, je dirais, ça, c'était une des difficultés quand on voulait mettre du processus. Et Les autres, ouais. c'est qui les forme? Est-ce qu'il y avait une équipe RH au début qui est responsable? C'était est-ce que c'était vous, le manager qui est responsable? C'était le manager. C'était le manager qui en fait, on a essayé 2-3 fois à mettre en place des formateurs, à mettre en place des LMS, etc. Mais on a toujours eu des meilleurs résultats lorsque c'était les managers, ceux qui sont au contact du terrain, qui formaient. Après, on a processé, puis on a aussi, dans nos semaines d'onboarding, beaucoup de managers différents, même des managers d'autres équipes qui viennent expliquer une partie du processus pour que, en fait, nos équipes commerciales, elles comprennent vraiment l'entier de la chaîne. Typiquement, Strike et Neo, ils reçoivent un bout de formation de l'autre société pour comprendre comment l'autre équipe va fonctionner, pour éviter que 6 mois après, 3 mois après, lorsqu'ils sont en train de travailler sur un dossier, ils n'aient pas la compréhension totale du processus de collègues. Mais ça a été toujours les managers terrain. Puis après, on crée aussi beaucoup de documentation en ligne, en utilisant en l'occurrence pas de LMS, mais voilà, on documente tout sur la suite Google. Et puis après, les agents peuvent aussi eux-mêmes revenir sur des points. Puis ça, c'est aussi un des gros projets pour le futur, c'est
on a beaucoup de connaissances à l'interne. Tu vois, maintenant, on est 130 personnes. Donc, on a envie aussi je dirais, d'agréger, de créer un modèle IA qui permettrait, en fait, de se nourrir de toute la connaissance qu'on a Incroyable. pour qu'ensuite les agents, au lieu d'aller discuter avec son manager voilà, qu'est-ce que je fais avec telle ou telle loi sur le canton de Vaud, qu'ils puissent trouver cette information automatiquement. Dans vos données. Voilà, exactement. Et puis, les interactions humaines, que ce soit à l'interne, mais là, elles sont plutôt sur la situation de l'employé, comment il se sent par rapport à telle ou telle affaire commerciale. Donc, on est de nouveau sur une discussion qui a une valeur ajoutée un peu plus élevée que recevoir une information qui a peut-être déjà été distribuée 3 fois dans un groupe Slack la semaine d'avant par le manager. Ouais. Donc ça, c'est aisément. Après, sur les autres difficultés qu'on a pu rencontrer, on a toujours eu des difficultés à mettre des process qui sont non digitaux. C'est-à-dire on utilise en fait beaucoup notre plateforme et nos outils pour ramener un processus. Parce que c'est beaucoup plus facile parce que derrière, tu peux guider ton équipe à suivre un processus qui est, entre guillemets, imposé par la plateforme. Et ça, c'est en fait beaucoup plus facile. Et c'est beaucoup plus facile aussi pour les équipes de voir l'impact direct. Donc, on utilise beaucoup le digital pour mettre en place des processus versus écrire un process à 6 Je pense points, que qu'il n'y a plus d'imprimante chez vous. Il y a que pour les contrats. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, imprimer un point et s'assurer que manuellement une équipe est fait, etc. Ça, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de le faire en digital. Puis après, le dernier point, qui est toujours un petit peu un point qu'on essaie de mesurer, c'est que la frontière, elle est assez fine et elle dépend aussi beaucoup des perceptions de tes équipes sur quand est-ce que tu as trop de processus ou pas assez. Ouais. Et souvent, en fait, nous, notre rôle, quand on est manager ou quand on dirige le département, ça va être de valider ou de mettre en place un processus en estimant que ce processus va amener un taux de conversion meilleur, va amener une qualité meilleure. Mais parfois, ça peut être des éléments assez simples que tu vas implémenter. Et souvent, on a eu des discussions avec les équipes où ils ne voient pas tout de suite la valeur ajoutée parce qu'elle aura peut-être un impact sur 3 mois, sur 6 mois. Ou dans un autre département, peut-être. Voilà. Et alors ça, souvent, ça c'est très juste, ça, vu qu'on travaille énormément entre nous, c'est vrai que peut-être on va forcer un processus sur un agent pour que derrière, 2 mois après, quand on va commercialiser le bien, et que tu as un acheteur qui aura une question spécifique avec son ou sa collègue, là, il faut que le formulaire qui détaille l'énergie soit rempli. Mais ça n'a pas un impact direct au moment où le formulaire est rempli. Donc ça, c'est des éléments sur essayer d'évangéliser, essayer de faire comprendre l'impact final sur un KPI ou une action qui est pas très palpable en termes de chiffre d'affaires, de conversion. Ça a souvent été les éléments J'imagine. qui ont été compliqués. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, la gratification, elle n'est pas immédiate, quoi. Voilà. Moi, Julien, je travaille pour Vincent qui est dans l'autre département. Donc, il faut bien que je comprenne l'utilité. Et je pense que c'est pour ça que vous faites du Néo et du Strike ensemble, pour qu'en fait, Mais que tu comprennes les dépendances, les trucs, quoi. Exactement. Intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert au début. On faisait un petit peu de tout. Après, au début, l'agent faisait tout. Après, on a eu la coordination. Après, on a eu Strike. Donc, c'est des éléments qui se construisent petit à petit et qui aussi remettent en question des process que tu avais établis au préalable. Mais du coup, c'est de la gestion du changement, c'est des discussions comme ça. Ça prend quand même passablement de temps à ce que ça tourne derrière. Quoi. Ça, c'est toi qui as mis en place? Enfin, je veux dire, c'est toi qui étais en charge de ça? Alors, c'était nos équipes. Hein. Bien sûr. Ouais, mais on l'a fait à l'interne et on a piloté. Puis en fait, on pilotait les managers opérationnels, les équipes qui nous donnaient tout leur retour. Puis après, chez Néo, on travaille aussi beaucoup avec le produit, avec donc notre équipe produit. On a créé notre propre CRM, par exemple. On a arrêté Pipedrive, puis on l'a vraiment fait sur mesure, sur mesure. Et donc, il y a beaucoup de processus commerciaux qui sont discutés avec les équipes produits et qui, elles, apportent aussi pas forcément une vision métier, mais justement une vision plus digitale, une vision plus d'automatisation, d'optimisation, et qui parfois vont remettre en question des processus métiers qu'on pensait idéaux, parce que ça va pas forcément fonctionner dans un CRM. Donc, il y a pas mal de ping-pong justement entre l'équipe produit et l'équipe commerciale. Et puis après, au bout d'un moment, c'est quand même un accord qui se fait assez facilement. Et si on n'est pas vraiment certain d'un processus ou d'un élément, on doit écouter nos équipes, ça c'est le point principal. Et souvent, on va faire des mini-versions, on va itérer, on va tester.
et le mettre sur le marché, même avec nos vendeurs parfois, pour voir comment ça fonctionne, puis assez rapidement écouter les retours, puis remodifier. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'usage final. Parce Ah ouais, non, vraiment, je me disais, je pensais que t'avais, ouais, on va forcer, puis finalement, personne ne... non, et ça, généralement, ça Ouais, ça marche pas, quoi. et C'est clair. ça frustre plus qu'autre chose. C'est clair. Le meilleur temps de faire une version un petit peu plus édulcorée, mais qui va se tester, qui va se reconstruire. Et je l'ai la V2, la V3, derrière, elle va être idéale, quoi. Ça me fait penser à une phrase, l'humain n'a rien contre le changement, il a tout contre être forcé de changer. Oui, Et je pense que, après, on peut en discuter, hein. Et ça me fait penser à un autre truc que j'ai lu récemment dans un bouquin où il disait, c'est Peter Senge, je sais pas exactement comment on prononce, il a beaucoup travaillé sur les organisations apprenantes et puis il faisait aussi du consulting, etc. Et puis quand il était face à des leaders ou des managers, il disait, OK, sur un bateau, elle est où la place du leader? C'est où que le leader a le plus d'impact sur un bateau? Et souvent, les gens ils disent, au gouvernail, à la boussole, derrière, vers les gars en train de les motiver, dans la soute en train de mettre de l'énergie, des bûches ou je sais pas trop quoi. Et il disait, oui, ça peut être pertinent, mais un des rôles qui était jamais mentionné, mais qui est totalement pertinent, c'est le designer du bateau. C'est celui qui va, OK, avec quelle rame vous allez travailler, quelle est la forme de la coque, etc. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand tu travailles en termes de software, bah, tu es exactement là-dedans. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile d'implémenter des process parce que les outils sont utilisés, quoi. Et c'est tout là l'impact aussi de notre équipe produit. C'est ça. Hein. C'est ça. Et c'est ce qui est génial aussi avec l'équipe qu'on a à l'interne, c'est que ils vont aussi, ils ont un aspect, mais c'est très digital, hein, de faire tes tests users, etc. Et en fait, ils ont appliqué cette méthode aussi sur nos équipes Ops, ce qui fait que même proactivement, par moment, ils vont aller interroger, aller regarder comment on travaille au quotidien et remettre en question un processus qui est manuel, remettre en question une façon de faire et apporter une réflexion qui est pas métier. Ouais. Et derrière, on reçoit le truc, ils m'ont dit bon très bien, on part là-dessus, quoi. On n'est pas obligé de faire comme on a fait dans les 10 dernières années, et puis on va suivre ce nouveau processus. Et souvent, c'est des éléments qui fonctionnent assez bien. C'est l'aspect un peu disruptif. Peut-être tu mets du numérique dans un domaine qui est assez papier, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment la réflexion, je dirais, générale qu'on a eue avec Neo, c'était d'être dans son temps. Enfin, on a dit ça en 2017, 2025, c'est encore plus le cas. Avec l'IA, etc. Typiquement, l'IA, c'est un sujet qui est très tendance, etc. Mais nous, on travaille aussi beaucoup là-dessus en ce moment pour, à nouveau, dans la même réflexion, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'un acheteur, un vendeur va avoir besoin. Donc, on travaille sur un système où on veut pouvoir répondre à nos acheteurs en tout temps, mais sur des réflexions parce qu'on pourrait mettre un chatbot qui dirait oui, voilà, cette maison a un chauffage au mazout parce que voilà, il va retrouver l'information, mais d'aller plus loin, d'aller réfléchir, d'aller converser justement avec ton acheteur pour que quand on arrive au travail et que nos équipes sont prêtes à avoir des interactions avec les acheteurs, elles connaissent peut-être déjà les disponibilités de l'acheteur pour une visite. Elles ont compris que pendant la discussion avec l'acheteur, visiblement, c'est pas forcément ce type de propriété qui correspond, mais c'est peut-être un autre type de propriété qu'on va leur proposer. Donc, il y aura toujours une résistance. On verra, je pense, une résistance des équipes, des acheteurs, des vendeurs à mettre toujours de la technologie, mais si elle est correctement amenée, je pense que c'est de nouveau une tendance qui va vraiment être importante parce que on va de nouveau gagner du temps, on va remettre du service là qui n'existait pas encore, et c'est un des axes qui est super excitant aussi pour les prochaines années dans l'immobilier. Clairement. Et je pense justement avec cette vague IA, tu as vraiment l'humain qui redevient important, hein, le contact humain. Ouais, paradoxalement. Paradoxalement, c'est ce qu'on cherche, hein. Finalement, voilà, on est des humains et l'IA, c'est ce qu'elle peut le moins bien faire. On verra jusqu'à quand, mais voilà. Et je trouve que c'est super intéressant de se dire, bon, qu'est-ce que je peux vraiment outsourcer à ces IA, entre guillemets, ou les automatisations, peu importe comment on les appelle, pour que l'humain puisse de nouveau être en contact avec l'humain là où c'est important, quoi. Et je trouve aussi, moi, quand je discute avec toi, et c'est pour ça que j'aime bien rencontrer des gens d'industries différentes, avec des business models différents. Et justement, aussi parler des processus, ça me fait penser à mon comptable, où je me dis, combien de fois je l'appelle pour dire, écoute, est-ce que la déclaration TVA, c'est fait? Alors que il pourrait très bien utiliser le même dans l'idée, c'est de dire, bon, en fait, c'est quoi les calls clients
que je pourrais Classique qui arrive. classique, Ouais. est-ce que je pourrais pas leur mettre un accès client où il dit ben oui, cette employée, elle a travaillé pour la TVA de Julien Gueugna, 1 heure là. Ouais. Et puis moi je me dis ah c'est bon, ça avance quoi. Et on gagne tous du temps derrière. On gagne tous du Là. temps. Moi je me connecte, voilà. Et puis au final après le temps, elle peut se dire bon ben une fois par trimestre, je fais 1 heure avec Julien en mode limite un café quoi. Et on réalise pas, je pense, à quel point on essaye, nous, à l'interne, de le mesurer, mais à quel point la transmission d'une information qui est assez banale, en fait, hein, c'est est-ce que mon prestataire, est-ce que mon client a fait ce qu'il fallait dans ce cadre de ce processus? Ça, c'est des éléments qui prennent beaucoup de temps et c'est aussi normal que dans le passé, du coup, on facturait aussi beaucoup parce que c'était un temps qu'on pouvait pas optimiser. Mais maintenant, on a les outils pour automatiser ce genre d'éléments. Puis justement, moi, je suis assez convaincu qu'on va passer sur une relation commerciale qui va être, à mon avis, beaucoup plus qualitative parce que les interactions qu'on aura, elles seront sur des sujets de fond, elles seront sur des sujets qui sont vraiment Complexe quoi. complexes et tout ce qui est automatisable, les gens se sentiront aussi mieux parce qu'il n'y aura pas de justification d'un côté et il y aura aussi une gratification immédiate pour un client de voir que, en fait, Son dossier il avance. voilà, exactement. Ouais. Mais ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça avance. Ça avance, ça avance. Et de toute façon, c'est ceux qui prennent enfin qui montent dans le train, dans ce train-là, dans cette direction, qui vont prendre un avantage compétitif hein, Donc clairement, ça c'est par ça rapport aux autres qui restent en mode très ouais, fichier Excel quoi. ouais, ça c'est après on fait aussi des fichiers Excel Bien en même sûr. temps, mais effectivement, je pense que c'est alors ça nécessite quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de réflexion, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on doit pas combattre et puis qu'on doit accueillir parce que voilà, de manière générale, alors j'ai pas 60-70 ans et j'ai pas non plus une carrière énorme, mais j'ai jamais vu une avancée technologique, qui a été complètement refusée par un marché et enfin, à partir du moment où elle fait du sens sur beaucoup d'industries, elle va faire du sens Bien aussi sûr. et en Suisse, pareil, on est toujours un petit peu en retard, Mmh. dans ces domaines, mais ça va arriver. Mmh. Durant notre café, tu as mentionné un point qui m'a pas mal qui a retenu mon attention. Hem, Toi, tu étais en charge justement, de l'équipe, sales, hein, à un moment Ouais, donné et puis vous avez une croissance, beaucoup d'engagement, ça signait, le marché se portait bien jusqu'en 2021, c'est juste? exactement. Après 2022-2023, il y a une baisse. Les taux d'intérêt ont monté, donc les gens étaient un peu plus sur la retenue, réfléchissaient, ça Exactement. signait moins bien. Oui. Parle-moi un peu de cette phase. Comment tu gères les équipes à ce moment-là, quand tout d'un coup et ça, je pense que c'est intéressant aujourd'hui, parce que moi, j'ai des potes entrepreneurs, ils me disent: «Aujourd'hui, c'est compliqué». Alors pas forcément le marché immobilier, mais le marché macro mondial, Beaucoup d'incertitudes. beaucoup d'incertitudes, les guerres. Donc je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous disent: «OK, comment je fais à ce moment-là?» Ouais, partage-nous un peu ton On n'a pas beaucoup analysé, je dirais, c'est cette période et voir ce que ça nous a apporté, mais on a quand même quelques éléments. Mais c'est vrai que, ouais, de le lancement jusqu'à, le covid nous a aussi, aidés tu m'étonnes. paradoxalement énormément parce qu'on a pu aussi, nous, on a continué, on était en croissance, on a continué à Mmh mh. investir, Mmh mh. continué aussi à miser sur le digital, ce qui nous permet voilà, on a fait des ventes à distance. Mmh mh. On était, parmi les seuls sur le marché suisse à pouvoir faire ça parce qu'on avait justement, déjà préparé Vous étiez là. partie, on était là. Mais c'est vrai que donc 2017-2021, un marché immobilier qui était vraiment, vraiment en belle croissance. Et après, bah voilà, guerre en Ukraine, remonter les taux d'intérêt, le marché immobilier a quand même perdu beaucoup de transactions pendant 18-24 mois. Ça, c'était une période qui était effectivement pas facile parce qu'on n'y était pas habitué. Parce que C'est ça. voilà, on faisait 100% de croissance presque chaque année. Donc, de se retrouver presque flat et puis de pas croître aussi rapidement qu'on l'espérait, c'était toujours un élément qui était un petit peu perturbant. Mais voilà, on a suivi aussi le marché. Et puis là, ça a bien repris depuis 2024. Mais je dirais ce qu'on a dû faire à ce moment-là, c'est aussi être beaucoup plus strict sur notre gestion des coûts. Ça, c'était un élément. C'est clair que quand on est en croissance, quand tout va bien, on a tendance à surinvestir, à surdévelopper, à anticiper les recrutements et parce qu'on veut pas rater les vagues, donc on veut pouvoir développer. Et dans l'autre cas, on a dû aussi, apprendre et puis à faire attention à notre gestion des coûts, mais aussi gestion de la performance. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on a commencé à être beaucoup plus pointu, à essayer de maîtriser ce qu'on pouvait maîtriser parce qu'un marché immobilier qui était en baisse, on pouvait pas le maîtriser. Donc ce qui était palpable, c'était
Notre service, c'était vraiment s'assurer qu'on ait je dirais une excellence commerciale, un suivi parfait de tous nos clients, parce que c'était les éléments uniques sur lesquels on avait vraiment 100% de contrôle, quoi. Et donc on a eu une période effectivement qui était pas facile, qui était pas non plus très amusante sur le marché. Puis ça, on l'a partagé avec même les agences traditionnelles. Enfin, tout le monde l'a vécu. Bien sûr. De toute façon, quand tu as un marché, c'est le marché, quoi. Exactement. Et dans ce cadre-là, je pense on se retrouve maintenant avec un marché qui repart avec des bien meilleures armes, parce que dans une période où on a dû gérer beaucoup plus notre structure de coûts et notre performance commerciale, on a mis en place de nouveau beaucoup plus de suivi, beaucoup plus, je dirais, d'acharnement sur chacune des étapes pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans le filet et qu'on puisse vraiment être parfait sur chaque élément. Et puis maintenant que ça repart et qu'on peut réinvestir, qu'on peut retrouver un marché qui est un peu en meilleure forme, c'est vrai qu'il y a encore des incertitudes, mais le marché immobilier est quand même bien reparti par rapport notamment au taux d'intérêt qui a rebaissé. C'est ce qui nous a permis derrière d'être encore meilleur. Donc, je ne sais pas si j'aimerais revivre cette période, mais d'une certaine manière, je pense qu'on est aussi dans une reprise maintenant qui est meilleure parce qu'on a vécu cette période où on a dû justement renforcer notre humilité et puis se remettre en question sur certains processus, vraiment aller dans le détail, qui maintenant en fait performe. Ouais, ça me fait penser à cette phrase très ancienne qui disait la nécessité est la mère de l'innovation, et je la trouve très intéressante parce qu'en fait, quand tout va bien, bon, tu vas pas forcément faire très attention, mais c'est vrai que quand tu dois te serrer la ceinture à un niveau entreprise, hein, tu te dis les coûts, ça c'est clair, et aussi bon bah comment je peux faire avec les prospects qui viennent à moi pour vraiment faire en sorte que. Exactement. Et donc là, tu as fait quoi? Parce que là, à ce stade, j'imagine que vous aviez déjà votre CRM sur mesure. Il te permet de visualiser le flux, de voir où c'est que ça bloque, parce que tu disais, ouais, il faut vraiment colmater les trous. Comment tu fais pour identifier les trous? On a eu une sorte de petite maladie, c'est qu'on a voulu absolument tout savoir. Ah ouais, ok. Donc en fait, l'importance sur les données, elle a été à son paroxysme en 2022-2023. Puis maintenant, on a, enfin, je crois que on en discutait encore la semaine dernière, je crois qu'on a plus de 300 dashboards maintenant, mais à mon avis, 15 ou 20% qui sont utilisés. Mais donc on a eu cette période où on a voulu absolument vraiment savoir ce qui se passait, savoir si on était en train de faire fausse route sur certains éléments. On a beaucoup misé sur la data pour essayer de comprendre à chaque étape du processus, chaque étape client, est-ce qu'il y avait des points qui étaient meilleurs que d'autres, est-ce qu'il y avait des régions qui performaient plus ou moins, pourquoi, est-ce qu'on a une performance sur peut-être certains éléments, mais ça c'était un point, je dirais, assez chronophage sur lequel voilà, on a remarqué certains éléments. Puis après, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, on était relativement OK sur pas mal de KPI. Derrière, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi de pouvoir remettre en question tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Alors, quand je dis tout, c'est-à-dire pas forcément tout remodeler, mais au moins de remettre à plat la structure d'une équipe commerciale, la chaîne de valeur de notre service. Est-ce qu'on doit vraiment proposer tel ou tel produit? On a réfléchi à nos prix, on a réfléchi à notre couverture régionale. Donc, on a vraiment essayé de réanalyser un petit peu toutes les étapes pour voir s'il y avait des éléments sur lesquels on n'avait pas encore pensé, sur les éléments sur lesquels on n'avait pas encore travaillé. Et ce qu'on a fait, typiquement, on a réadapté nos prix. Ça, c'était un des éléments. On a réadapté notre façon de faire de l'acquisition. La baisse. Alors, en l'occurrence, à la hausse. À la hausse, intéressant. Alors, c'était début 2022, je crois, on avait remonté à la hausse. Ouais. On a aussi, pendant cette période, on a aussi beaucoup de fournisseurs qui ont augmenté leurs prix. Puis du coup, voilà. La structure des coûts, c'est aussi la structure de la marge, et donc on a aussi dû travailler notre tarif. Mais derrière aussi, ce qui a été très important, c'était vraiment de pouvoir travailler aussi notre acquisition, la façon dont on amorçait le premier contact avec les propriétaires, parce que c'était aussi une période où le marché était pas très rassuré. Donc, notre communication, elle a dû évoluer, notre façon d'onboarder les premiers clients, les premiers leads au téléphone, ça c'est un élément qu'on a réévalué et qui se devait d'être adapté parce qu'on avait aussi un sentiment marché qui était différent. Et quand vous réévaluez comme ça, vu qu'il y a quand même une soixantaine de vendeurs,
quand vous mettez en place des nouveautés, on dit on va tester une nouvelle manière d'onboarder. Est-ce que vous le faites? OK, on teste une semaine sur tout le monde, sur toutes les équipes, ou 2 semaines et on analyse? Ou est-ce qu'on teste plusieurs approches sur plusieurs équipes? Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais, on a 2 méthodes généralement. Souvent, lorsqu'on sait qu'on va tester un élément produit, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire en sorte que, je sais pas, il y a un élément dans le CRM qui va changer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une version assez édulcorée, modifiée du CRM, et on va la pousser sur toutes les personnes. Et comme ça, on va avoir beaucoup plus de retours sur une période assez courte, ce qui va aussi laisser le temps derrière à l'équipe produit et l'équipe dev de réajuster, parce qu'on sait que ça prend, voilà, entre redesigner et C'est clair. puis redévelopper, ça prend quelques semaines. Donc quand c'est des modifications produits, on va plutôt faire ça. Après, quand c'est des modifications plutôt process opérationnel pur, typiquement un pitch commercial, typiquement une façon d'estimer ce genre de choses, là, on va plutôt prendre des volontaires dans nos équipes, ou bien une partie qui est assez significative de l'équipe, sur lesquels on va faire une phase test. Et puis derrière, si l'enseignement est conclusif, derrière, on va l'appliquer sur le reste de l'équipe. Ouais, former, développer, quoi. Mais on a Très simple. beaucoup cette phase de test, en fait, on l'a pas que dans le digital, on l'a beaucoup dans nos processus. Enfin, en fait, on essaye de minimiser l'intuition chez Neo. Donc, je dirais une intuition, elle vient toujours d'un sentiment, donc d'une expérience, donc potentiellement de quelque chose que tu as pu mesurer dans le passé. Donc, du fait aussi qu'on venait pas de ce milieu à 100%, on a toujours voulu lancer beaucoup de tests, les mesurer et puis ensuite prendre la décision sur la base d'un résultat marché, plutôt que d'avoir une conviction forte qui derrière serait forcée au marché, parce que voilà, on pense que vraiment on va avoir des meilleurs résultats en testant, itérant, et puis là, en écoutant derrière le marché ou les équipes. Et là, si on a un entrepreneur qui nous écoute et qui est justement dans ce marché un peu, tu sais, un peu tendax, un peu pas très cool, je résume donc bien reprendre ses coûts sous contrôle, soigner, essayer de dire ok par où passent mes prospects, les gens qui sont intéressés, essayer de voir s'il y a un endroit. Je suis arrivé récemment sur un site, puis je me dis je vais faire un call avec le gars. Donc moi en tant que prospect, j'arrive sur son Calendly. Zéro dispo? Pas zéro dispo. C'est ça, des fois, ça m'arrive aussi, il faut que je fasse attention, mais lien mort, quoi. Bah, ça, c'est typiquement ce genre de choses. Alors, ça dépend beaucoup des industries, hein. Bien sûr. Je sais pas si j'aurai des conseils qui s'appliquent à tous les entrepreneurs ou les dirigeants, mais vraiment de revenir au final, il y a cette phase où tu vas essayer de combattre le marché, tu comprends pas pourquoi le marché est de ce type, mais généralement, c'est assez rapidement revenir sur un peu les bases. Puis si on parle de la base commerciale, bah, il faut revenir à l'entrée du funnel, et puis c'est pas forcément plus dépenser, mais c'est mieux convertir chaque opportunité qu'on va recevoir, parce qu'on sait que le volume d'opportunités, il va diminuer si tu es dans un marché baissier. Donc, c'est vraiment cet aspect conversion, et aussi proposer et tester beaucoup. Pour moi, c'est un des éléments qui nous a beaucoup aidé, c'est que à partir du moment où on voyait que même en ayant analysé une partie du processus, on voyait pas forcément de résultats différents, c'était de se forcer à aller tester quelque chose qu'on n'avait pas encore testé, ou bien de reprendre des placards d'il y a 5 ans, un test, et par contre de le mesurer correctement. Ça, c'est aussi un élément où souvent les interactions avec des dirigeants, des entrepreneurs, ou qui savent pas vraiment comment mesurer l'impact. Tu vois, enfin, typiquement, faire des A/B tests, la réflexion de l'A/B test, nous, on l'applique aussi. Rappelle ce que c'est de l'A/B test pour les personnes qui nous écoutent. L'A/B test, ouais, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en digital, qui consiste en fait à, par exemple, sur ton site, tu vas faire 2 pages différentes avec, par exemple, un bouton d'une couleur et un bouton d'une autre couleur, et puis on va scinder le trafic en 2, et puis 50% du trafic va sur la version A, 50% la version B, et au bout d'un moment, on verra si la version A ou B a converti le plus en formulaire. Et tu continues. C'est infini. Et puis nous, typiquement, ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup et qu'on a aussi beaucoup appliquées dans la partie commerciale, ce qui est pas tout le temps réfléchi, comme tu vois, typiquement tester 2 pitchs différents sur 2 régions sur 3 mois, et aussi sur la partie digitale, mais en marketing. Pour venir sur ce sujet, c'est plutôt la partie offline. On a A/B testé des campagnes télé, par exemple, ou des campagnes de presse. Ça, c'est des éléments vraiment, travailler plutôt sur la conversion dans des phases où le marché est assez baissier, où le volume à l'entrée va pas forcément exploser. C'est un élément sur lequel on était forcé de travailler, puis qui, derrière, quand le marché
reprendre quand le volume augmente. Normalement, tu as réoptimisé ta conversion, puis tu vas avoir un résultat qui est un cran au-dessus du marché précédent lorsqu'ils étaient... Tu continues à faire la même chose parce que justement, tu optimisé. Si tout va bien. Voilà. Si tout va bien, ouais, c'est clair. Tu parles des indicateurs à un moment. Si tu devais recommencer de zéro, équipe de vente, c'est quoi pour toi les 3 indicateurs qui t'ont le plus aidé? Alors, c'est... Parce que tu parlais de 20 dashboards. Alors, 20 dashboards, c'est pas toute l'entreprise, mais pour les indicateurs clés, ça dépend de beaucoup du marché, hein, mais nous, c'est les rendez-vous d'estimation et les conversions de ces rendez-vous d'estimation. Ok. Donc, ça, c'est les 2 indicateurs. Ça, c'est les 2 gros indicateurs. Et après, le taux de vente des propriétés. Parce que c'est bien beau de rentrer un mandat, mais il faut pouvoir aussi accompagner le propriétaire jusqu'à la fin. Donc ça, c'est je dirais, les 3 points clés qui sont assez financiers, je dirais, mais qui sont, comme tu vois, pas un indicateur de chiffre d'affaires immédiat. Parce que nous, on est dans un cycle de vente de manière générale, que ce soit du premier blog qui a été lu par ton propriétaire jusqu'à la conclusion chez le notaire, il peut se passer plusieurs mois. Et donc, nous, on ne peut pas se permettre de faire des conclusions uniquement lorsque la facture finale a été envoyée. On se doit d'anticiper certains KPI, notamment les rendez-vous, les conversions, les follow-up des agents, pour savoir si on est dans le tir ou pas, et savoir si nos performances sont vraiment adéquates, si les agents sont en train d'être dans le bon tir. Ça, c'est la partie plutôt financière et performance. Et après, je dirais, il y a deux autres éléments. Le premier qui est interne, c'est la partie délai, durée de vente, cycle, sur lesquels on a quelques KPI parce que on veut gagner du temps, on a besoin de gagner du temps pour permettre à nos agents d'être plus efficaces et puis pour permettre aussi à nos clients d'être plus rapides. Donc, il y a un aspect assez temporel chez nous. Et le troisième point, c'est le NPS, le score client derrière, satisfaction client. Le NPS, c'est Net Promoter Score. Alors, pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est sur une échelle de 0 à X. Et puis, à la fin, tu demandes... Est-ce qu'ils nous recommandent ou pas, quelle note ils vont mettre à notre service. Ça, c'est un KPI qui est très important pour nous aussi parce que voilà, on a besoin de savoir si sur beaucoup de volume, sur 60 personnes, sur l'entier du marché, si on est dans le tir ou pas. Ça paraît relativement classique. Mais je dirais, voilà, on a les KPI assez financiers, KPI de temporalité, et puis KPI de qualité. C'est un peu les 3 gros axes qu'on suit. Et s'il y a un client qui est très content, qui vous recommande, il vous recommande un de ses potes, et il y a une transaction, est-ce qu'il touche quelque chose? Est-ce que vous avez un programme d'affiliation? Un programme d'affiliation, ça c'est aussi un sujet qu'on est en train de travailler. Pour l'instant, on n'a pas de programme d'affiliation qui est établi. Mais pour autant, on a quand même pas mal de bouche à oreille. Ouais, j'imagine que c'est bon signe. C'est assez bon signe, mais non, on n'est pas encore dans un modèle qui s'apparente au e-commerce, avec des liens de parrainage, etc. Et la vente immobilière, c'est un processus qui est assez anxiogène, de manière générale, très émotionnel. Je m'étonne. Et donc, en fait, à partir du moment, et pour tous, pour les acheteurs, pour les vendeurs, même pour nous parfois, donc c'est un élément sur lequel la recommandation par objectif financier, par rapport à recommander un élément sur un e-commerce, elle va être assez faible, on trouve. Donc, si on fait bien notre travail, si on a correctement accompagné le client, derrière lui, il aura à cœur de nous recommander parce qu'il veut offrir ce... Voilà, ils ont aidé, quoi. Voilà. Et généralement, puis même moi, dans mon cercle proche, etc., quand je parlais de nos services, j'ai toujours envie de recommander si je suis certain que le service va être plutôt derrière, parce que c'est un moment trop important pour un acheteur, pour un vendeur, pour que ce soit bâclé, quoi. Donc ça, c'est un petit peu l'essence du site. Ouais, c'est intéressant comme réflexion. Je m'étais fait cette réflexion parce que j'avais typiquement, j'étais passé sur des podcasts chez des amis, et puis ensuite il y a des clients qui venaient, et puis pour l'instant j'ai pas de programme affilié. Et c'était une réflexion que j'avais eue avec des amis, et où en fait ça peut se retourner contre toi aussi de rajouter cette partie financière. Oui, c'est ça. Parce que une personne qui te recommande, elle te recommande pas forcément pour l'argent, elle te recommande juste parce que en fait tu apportes de la valeur à cet ami. Il dit regarde ce service, ou regarde cette personne, ou regarde ce livre. Et c'est compliqué aussi de mesurer de base. Ça, on a souvent ces débats. Est-ce que si on met un programme d'affiliation, est-ce qu'à ce moment-là, quelle est la proportion qui va arriver grâce à l'affiliation? Est-ce qu'on va pas perdre une partie de la clientèle parce que on termine par un aspect très financier, très monétaire, alors que c'est quand même un aspect très émotionnel, la fin de la transaction.
Donc voilà, pour l'instant, on l'a pas mis en place, mais c'est toujours dans les réflexions. De nouveau, c'est toujours cette mentalité qu'on a de jamais vraiment avoir une porte fermée sur le Ouais, sujet. bien sûr. Et c'est des choses qu'on testera C'est ça. au final, quoi. Ouais, il y a un livre qui s'appelle You should test it, ou je sais plus, un truc comme ça. C'est la réponse type, en fait. On veut pas savoir. Si on n'a pas de certitude et on a meilleur temps de tester, on a les outils maintenant en 2025 pour avoir assez d'informations derrière. Donc, voilà, humilité et test. Ouais. Pour l'entrepreneur qui nous écoute, qui se rend compte qu'il a pas du tout de process, parce que c'est vrai que ça peut sembler paralysant aussi, hein. Et plus quelque chose semble paralysant et complexe, plus c'est difficile des fois de se mettre la pied à l'étrier, de dire ah on va faire ça une autre fois, j'ai d'autres trucs, voilà. Simplement, par où tu commencerais? Bon, pour les processus, je dirais donc ils viennent de manière assez naturelle aussi. Ça, c'était un élément qu'on a remarqué avec Neo, c'était que parfois sur des étapes de la chaîne de valeur, on remarquait que nos commerciaux ou nos équipes de coordination, automatiquement, elles se font leurs propres habitudes, réflexes, leurs propres processus. Ils se facilitent la vie, quoi. Exactement. Et c'est assez rassurant. Puis comme ça, ils se mettent des automatismes pour des trucs tout bêtes parfois. Mais donc je dirais, on a quand même un naturel à aller processer automatiquement notre façon de faire, surtout quand on est dans des métiers sur lesquels on va répéter des éléments. Une transaction immobilière, elle a toujours son unicité, mais elle a beaucoup de points communs. Donc généralement, ça, c'est des éléments sur lesquels nous, on s'inspire beaucoup aussi des équipes en voyant, montre-moi ton processus, etc. Et puis on va le standardiser de la meilleure des manières pour que tout le monde puisse en bénéficier. Maintenant, sur un entrepreneur, je dirais les points importants, c'est de remettre son processus à quel moment il va délivrer son produit, son service, et d'essayer d'identifier aussi les KPI. De nouveau, je parle de KPI anticipatifs, c'est-à-dire les KPI qui sont pas forcément ta conclusion finale, mais qui sont indicateurs de si oui ou non ton chiffre d'affaires va se développer, ta satisfaction client va se développer. Donc des indicateurs qui permettent prédictifs, en gros. Voilà, c'est un peu, quoi. Et c'est ça qui... Pas de garantie, mais... Voilà, et puis en faisant ce travail, c'est ce qu'on a fait aussi chez Neo. En faisant ce travail, tu vas aussi identifier à quelle étape de ton service, de ce que tu proposes en tant qu'entrepreneur, quel KPI va avoir le plus d'impact. Et typiquement, nous, le rendez-vous d'estimation, c'est un élément qui est absolument majeur. C'est assez... Enfin, on le savait, hein, mais on l'a encore prouvé derrière avec les chiffres, c'est un élément important. Donc, en voyant ce KPI qui a beaucoup d'impact sur la gestion de tes équipes, sur ton chiffre d'affaires, c'est là où tu vois qu'il y a peut-être un processus à mettre ici, parce que c'est là où il y aura le plus potentiel de risque si quelque chose va défaillir. Et puis l'autre élément sur lequel on a aussi travaillé, c'est d'aller interroger tes clients. Et nous, on a parfois pris la décision de restructurer certaines parties du processus quand on voyait que les clients avaient une perception de la qualité qui était assez différente. Pas forcément un client qui génère, enfin si 80% de tes clients te disent que cette étape-là est frustrante ou qu'il y a un problème, généralement on le sait déjà. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a beaucoup de choses à changer en termes de processus. C'est peut-être autre chose, hein. C'est peut-être qu'il faut changer peut-être la manière de travailler de tes équipes, la façon dont façon de parler, la façon de relancer. C'est pas forcément un process. Par contre, quand on a vu un manque de consistance sur une partie du service et quand on voyait qu'on avait des retours qui étaient largement différents de la part de nos clients, quand on faisait nos questionnaires qualité, là, on a remarqué qu'on n'avait pas de consistance. Donc, c'était très manuel ou très dépendant de la personne qui délivre le service. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on puisse reprendre un petit peu de standardisation là-dessus. Et c'est ça qui parfois déclenchait un projet de processus et de standardisation du service. Ça, c'est un petit peu les trois éléments. Ouais, donc regardez où les processus émergent naturellement, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent à se faciliter la vie. Exactement. Et donc, dans une autre partie de l'entreprise, d'autres personnes qui n'ont peut-être pas ces processus se diraient waouh, en fait, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et puis il y avait la partie, si tu vois qu'il y a un manque de cohérence dans pas de consistance dans la perception client ou même la perception interne. Et si tu vois qu'il y a ça veut dire qu'en fait, ton département, ta société a pas réussi à délivrer le même type de service. Pas forcément dire que c'est une qualité qui est moins bonne ou pas. Ça veut dire que c'est vraiment fait de manière différente. Et si tu veux scaler derrière, tu sais qu'au bout d'un moment, cette partie-là,
elle va générer de la frustration et de la frustration. Ça me fait penser tu vas dans un restaurant parce que tu veux un Big Mac. Admettons, hein, le Big Mac, c'est toujours le même, peu importe où tu vas. Tu vas dans un autre restaurant, tu vas pour une certaine qualité. Et c'est vrai que si un jour, ton steak, il est ultra cuit et l'autre jour, il est saignant, tu sens que la recette, il y a quelque chose à changer, quoi. Ouais. Et puis, si tu veux après ouvrir, si tu veux franchiser, si tu veux ouvrir une quinzaine de stores derrière, tu es obligé justement, de voir quel restaurant a eu la bonne technique et puis reprendre ce process, mais aussi de remarquer qu'en fait, à chaque ouverture, je sais pas, sur l'accueil client, tu as vu une différence assez marquée dans les reviews ou dans les commentaires employés. Et tu sais que ça, c'est un élément si tu veux conserver. Et c'était un petit peu l'idée avec nous en scalant, c'était aussi de conserver cette qualité, même en passant à 130 personnes. Tu es obligé d'y travailler. Bien sûr. Partons sur ton organisation personnelle. Qu'est-ce qui te semble être une évidence pour toi, donc pour ton organisation à toi, Perso, mais que la plupart des gens ne font pas? Alors tu peux me dire, je sais pas, hein, voilà, mais est-ce que tu as un truc qui te semble vraiment évident? Bon, oui, je pense j'en ai deux qui sont encore une difficulté pour moi à appliquer, mais je sais qu'il faut le faire. Mais on en a parlé de dire non. Ça paraît facile, etc. Mais on a, je pense, un naturel à vouloir se dire oui, à bien plaire, et puis à aider son équipe, à aider ses collègues, etc. Mais je pense que le savoir dire non, puis savoir aussi l'expliquer, puis l'expliquer de la bonne manière, ça paraît évident, mais c'est quelque chose qui est fait très rarement. Moi, j'essaie de me force parfois même à me dire est-ce que j'ai dit non suffisamment cette semaine, etc. Pour pouvoir justement mener tes projets à bien, puis savoir aussi reprioriser. Ça, je pense, c'est un élément qui est évident, mais qui est quand même compliqué. Puis le deuxième, c'est planifier ta journée, planifier ta semaine. Alors, on va pas rentrer dans les histoires de morning routine, etc. Bien sûr. De voir l'importance de planifier ta semaine, de planifier aussi le type de tâche. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris en travaillant, que ce soit sur du marketing, on est beaucoup plus sur du projet, ou sur de l'opérationnel, où c'est beaucoup plus du day-to-day, de savoir un petit peu distiller tes rendez-vous, tes meetings, tes types de tâches, soit dans ta journée, soit dans ta semaine. J'ai remarqué que c'est des éléments qui me permettent d'être un petit peu plus focus, d'être un petit peu plus aussi prêt à repartir dans le day-to-day si je sais que j'ai eu mon bloc qui me permet de travailler sur un projet de fond, et de me forcer à l'agender, de bloquer mon agenda là-dessus. Ça, c'est des éléments que je travaille, mais que je pense que... Mais ça m'intéresserait aussi de connaître tes évidences. On pourrait en parler des heures, mais si tu veux, moi, je dis toujours, en fait, la différence entre les pros et les moins pros, c'est en fait, les pros, ils se concentrent sur vraiment les bases. Et c'est souvent de la planif, quoi. C'est souvent, en fait, ce qui revient, hein, à force de discuter avec des gens, c'est, t'as un moment dans la semaine où tu planifies et ça te permet de dire, attends, là, c'est pas logique. Et là, je replanifie derrière. Tu replanifies, tu supprimes. Je discutais avec Cédric Watine aussi, un entrepreneur très inspirant. On a fait un podcast qui va sortir prochainement où il disait, en fait, pareil que ce que tu dis, c'est-à-dire, je sais qu'il faut que je dise non, mais je continue des fois de dire oui trop. Voilà. Ouais. Par contre, lui, ce qu'il fait, c'est durant ce moment de planification hebdo, il est là, il dit bon, il prend le téléphone, il appelle une personne, il dit je suis désolé, mais j'aurais dû te dire non. Ok. Tu vois. Il se permet de revenir et puis il dit que c'est vraiment une force de réussir à revenir sur un engagement que tu avais pris. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que des fois la personne, elle t'a aidé dans le passé ou elle peut t'aider dans le futur. Mais c'est un peu ce qui va te permettre de sauver tes autres projets. Et moi, je le vois en coaching. Je fais beaucoup d'analyses d'agenda où je dis partage-moi ton agenda, ok. Et puis en fait, j'aide les personnes à clarifier leurs projets. Et je dis voilà, tu vas avancer sur ces projets, ça doit être dans ton agenda. Ouais. Donc déjà, c'est un premier point. Et ensuite, je dis ça, c'est quoi ce truc? Oui, c'est là parce que voilà. Et je dis, tu veux mon avis? Puis il me paye, donc ils veulent mon avis. Puis je dis, écoute, à mon avis, il faudrait pas le faire maintenant. Je peux le faire plus tard, mais pas maintenant, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que mais c'est une personne qui m'a aidé. Il y a tout cet aspect l'engagement externe, effectivement. Il est ça, hein. Et surtout en entreprise, hein, parce que tu dis, si je dis non trop souvent, au bout d'un moment, j'aurais peut-être besoin de ces personnes qui pourront m'aider. Donc c'est pas évident, mais c'est un sujet d'attention.
constant et pour moi aussi, hein, constant. J'essaie d'avoir mes projets, j'ai un budget de projet. J'essaye de pas dépasser et un petit test que je fais souvent, c'est, OK, si tu arrives à dire tes projets de fond de tête. Ouais. Voilà, mais sans rentrer dans les détails. Mais si Mais tu j'étais les 3-4 projets. donc acquisition naturelle, ça c'est du LinkedIn. Ensuite, j'ai développé le podcast. Ensuite, j'ai le coaching et puis ensuite, j'ai les interventions d'entreprise et je me concentre là-dessus, en fait. C'est déjà ça, c'est beaucoup. Ça, c'est déjà beaucoup. Parce qu'après, tu as un peu les autres trucs. Mais quand je pose cette question, tu vois tout de suite si la personne, elle est au clair sur c'est quoi le truc, quoi. Donc, voilà, mais cool, la planification hebdomadaire, le fait de dire non, et tes outils, si tu devais en garder trois outils pour t'organiser, ce serait lesquels? Je travaille avec beaucoup d'outils, mais c'est une question compliquée celle-là. Mmh. Bon, l'outil, moi, l'agenda connecté, c'est Ouais. une base qui. Donc connecté, Ouais. c'est-à-dire? L'agenda connecté, soit avec mes différents agendas, le privé et le pro. Ouais, donc c'est-à-dire tu as pas besoin d'ouvrir l'agenda privé, Exactement. voilà, donc tu vois tout au même endroit. Et puis après, moi, nous, on est sur la suite Google, mais tu as certaines fonctionnalités de Google qui te permettent aussi, typiquement, de savoir le nombre d'heures que tu as passé en meeting. Tu peux paramétrer certains éléments. Donc, quand je dis agenda connecté, c'est aussi, c'est exactement ce que tu dis, c'est de permettre à un moment de te poser, puis de voir aussi qu'est-ce que tu viens de faire dans les derniers temps, puis de voir en fait si tu étais productif ou pas, plutôt que juste te dire, bon voilà, c'est fait, c'est passé, et puis je vais me concentrer que sur le futur, quoi. Ouais, ça te permet d'avoir un peu cette rétrospective. Voilà. Et de comprendre un petit peu par du chiffre aussi, de nouveau, et pas que par de la perception. En organisation, après, moi, j'aime bien les outils de gestion de projet. On a beaucoup travaillé avec Trello et en ce moment, on travaille plutôt avec ClickUp. Ah ouais. Parce que aussi, toute notre équipe produit, marketing et dev est sur ClickUp. Ça, c'est un Qu'est-ce qui outil est si bien avec ClickUp? Parce que j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai fait des tests, maintenant j'en fais beaucoup moins, hein, des tests d'outils sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, mais ClickUp est clairement dans ma liste Alors, parce que tu peux faire du Kanban, tu peux faire pas mal de choses. C'est quoi? C'est la versatilité du produit, en fait. C'est qu'en fonction... En fait, déjà, un point, c'est que nous, on arrive du coup à être sur une seule plateforme. Généralement, les équipes produits et dev ont besoin d'une plateforme qui est assez détaillée, assez technique, et qui ont, je sais pas combien de paramètres qui sont pas forcément utiles sur une partie opérationnelle ou marketing. Mais donc ça, c'est le point qui est bien, c'est que tu peux avoir plusieurs départements sur une même plateforme versus avoir chaque plateforme pour chaque département. Il est très puissant là-dessus. Puis après, moi, ce que j'aime bien avec ClickUp, c'est aussi la facilité avec laquelle tu vas pouvoir restructurer, refiltrer, réorganiser justement avec un Kanban, etc. Alors que Trello, typiquement, va être beaucoup plus sur un élément de carte. Ouais, Kanban. Voilà, exactement. Kanban, ouais. Donc, donc, je dirais c'est ces deux points, quoi. Et ClickUp permet de communiquer, j'imagine, dans le logiciel. Voilà, tu as les éléments. Donc les équipes, elles sont pas tout le temps dans les emails, elles peuvent avoir Email, on essaye de l'éviter au Parle de ça alors, parce que moi aussi, ça me donne des boutons les emails. Non, les emails, moi j'ai deux. En fait, chez Neo, on utilise Slack, la messagerie interne. On converse aussi beaucoup sur l'app de gestion de projet, donc avec ClickUp. Moi, de manière générale, il y a beaucoup cette mode du zéro inbox, etc. Moi, ce que j'adore, c'est snooze, les mails qui sont pas importants dans 2, 3, 4 semaines, ou les archiver directement. Ah, 2, 3, 4 semaines, genre, si la personne, c'est important, elle reviendra. Exactement. C'est-à-dire que les emails, alors, moi, maintenant, dans ma fonction, j'ai peu d'interactions clients. C'est beaucoup plus d'interactions, soit avec des partenaires, soit avec les équipes à l'interne. Mais de manière générale, j'ai aussi remarqué que les gens, s'il y a vraiment des éléments très urgents, ils n'hésitent pas à te renvoyer un deuxième email ou à te contacter par téléphone, ou à venir te voir directement au bureau. Donc, en fait, l'email, pour moi, est pas absolument primordial. J'essaie de pas l'ouvrir avant 10, 11 heures du matin. Parce que c'est généralement des nouveautés qui sont arrivées entre 18h et 8h du matin. Donc, puis ça m'a souvent lancé. Je me suis toujours dit qu'il fallait que... ça, c'était aussi au début de ma carrière. Je me suis toujours dit que la réactivité, elle était gage de qualité, d'intelligence, de performance. Et j'étais souvent dans ceux qui allaient répondre rapidement à un email, qui allaient répondre rapidement à une sollicitation client. Puis en fait,
ça m'a, au bout d'un moment, aussi avec Néo, en augmentant le volume d'activité, tu peux plus tenir et puis tu perds justement ces travaux de fond. Donc moi, la partie email, c'est vraiment pour vérifier s'il y a des urgences, répondre un peu plus à l'externe qu'à l'interne, parce que si on a des éléments urgents à l'interne, il y a le téléphone qui va sonner, il y a la messagerie qui va commencer à popper. Et puis, Donc les emails plutôt à 10h, 11h, voilà, 10h, 11h et 17h. tout le monde était 17h au-dessus tout le monde était comme toi. Ouais. Alors, mais ça, c'est la théorie, mais je pense que j'envoie des mails. Oui, n'importe quelle heure. Final de la journée. On est d'accord, mais je veux dire, déjà, si 8 fois sur 10 ou 7 fois sur 10, c'est appliqué, c'est déjà 7 jours sur 10 où tu te disperses pas au début de ta journée. Ça, je crois que c'était la semaine de 4 heures, je crois que c'était un des éléments sur lesquels Tim Ferriss il mentionnait, c'était ça, de faire ses mails. Alors, lui, je pense qu'il était allé à l'extrême de le faire une fois par semaine, mais c'est, je le fais 10h, 11h et plutôt 16h, 17h, pour éviter qu'il y ait des nouvelles urgences qui arrivent dans ton après-midi. Et puis j'ai essayé de faire ça depuis plusieurs années, puis pour l'instant ça fonctionne. Et tu m'as devancé sur une question, mais quelle est la croyance que tu avais au début et qui s'est révélée complètement fausse? Donc on parlait de la réactivité. Est-ce que tu en avais une autre que tu voulais partager? S'il y avait cette réactivité effectivement qui était un des points, et puis après le deuxième point, c'est que de manière générale, moi je suis un profil assez généraliste. Je suis pas un spécialiste d'une compétence particulière dans une industrie particulière. Donc cette croyance de quand tu veux manager une équipe, quand tu veux être pertinent dans un projet, tu dois avoir la compétence technique pour pouvoir aider ton équipe, pour pouvoir prendre des décisions. Je l'avais au début, c'était toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur aussi, de devoir être au courant de tel élément technique, notamment dans le digital. Puis après, petit à petit, j'ai aussi remarqué que mon rôle en tant que head ou en tant que manager, c'était pas justement d'être plus au fait de la technicité de SEO par exemple, mais justement de pouvoir remettre en question, essayer de challenger, de réfléchir au bon sens, et puis de pouvoir aussi laisser la place aux équipes qui elles sont spécialistes, plutôt que d'être le patron qui va tout savoir et puis qui va vouloir être bon sur la décision, mais aussi sur la technique. Au bout d'un moment, ça c'est un élément que j'ai essayé d'amener en retrait. Qui je pense c'est la bonne solution, c'est-à-dire que t'es pas obligé de toujours avoir une expertise pour pouvoir être pertinent dans une discussion. Tu peux apporter parfois aussi d'autres éléments, et c'est aussi pour ça que parfois moi j'aime bien aussi discuter avec des personnes qui sont d'une industrie complètement différente et me faire challenger par cette industrie différente, parce qu'ils vont m'apporter autre chose, ils vont m'apporter quelque chose qui sera peut-être pas rassurant, pas très sympathique au départ, mais vraiment un autre côté, et souvent c'est des éléments que j'ai pas pensé parce que je suis pris peut-être dans le guidon dans mon industrie. Bien sûr, bien sûr. Tu disais agenda synchronisé, ClickUp, je reviens sur là. Et le troisième élément, c'est un autre outil qui t'aide beaucoup au quotidien pour t'organiser, pour En organisation, non. Après, je vais peut-être passer sur un élément un peu banal, mais parfois, pour me refocus, j'ai mon carnet, en fait. Ah ouais. Là, je suis dans un élément complètement journaling. exactement. Alors, c'est pas pour faire du journaling, mais quand il y a trop de choses qui sont arrivées d'un coup, trop de sollicitations, et puis que j'arrive pas à vraiment mettre ma tête sur les priorités, j'ai des phases où je vais prendre mon carnet, qui est un petit carnet, et sur lequel, là, je vais me forcer à noter les projets, justement, de fond importants. Au bout d'un moment, ta page, elle est terminée. Ouais. Tu peux pas lister. T'as pas sur ClickUp. Exactement, sur lequel tu peux avoir 40 projets en même temps. Et du coup, ça me force, je dirais, un élément physique à me dire, bon, voilà, en fait, s'il y a ces 4 projets, et puis c'est un élément que j'utilise parfois pour essayer de me dire, est-ce que je suis vraiment dans le juste sur mon outil digital. Je dirais ça, c'est un petit peu les 3. Après, mais en général, j'ai pas énormément d'outils d'organisation. C'est très bien, hein. Moi, j'en ai un, quoi, où j'essaye de centraliser. Qui est Workflowy. Workflowy. Je suis pas du tout objectif, c'est peu connu. Ça fait depuis 2018 que je fais leur marketing sur le marché français, mais ça m'aide beaucoup. Mais voilà, c'est un outil. Et puis après, évidemment, il y a les emails. Puis Google Drive, quoi. En gros. Puis après, il y a d'autres trucs métiers, des Loom. Par exemple, Loom, je trouve ça intéressant pour expliquer des trucs, éviter de faire une réunion, expliquer un truc, faire une procédure. Prospection, si j'utilise pas mal. Donc, je me dis, ce profil est intéressant. Tu sais, tu disais les signaux. Donc, je me dis, il a fait un gros pavé en mode, c'est quoi votre douleur? Je me dis, c'est intéressant, je vais faire un petit Loom.
Tu vois, et en mode salut, est-ce qu'on se fait un call, mais avec un petit loom. Donc la personne elle est là, ouais. Soigner les débuts, quoi. Donc intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet qui est important pour toi qu'on n'a pas abordé, que j'aurais manqué, parce que évidemment il y a beaucoup de choses à dire, hein. Spécialiste versus généraliste, tu m'as donné une liste de sujets sur lesquels on aurait pu discuter. Moi, j'ai choisi celui le processus de vente, mais on aurait pu discuter de beaucoup de choses. Est-ce que tu as un point que tu aimerais rajouter? Ouais, moi j'ai pas forcément de sujet qui me pop là comme ça Ouais. dans la tête, mais Ok. En tout cas, c'était super inspirant. En parlant d'inspiration, est-ce que tu as cité la semaine de 4 heures? Ce livre revient souvent, hein. Ouais, c'est quand même un peu la Bible, j'ai l'impression. ah, il commence mieux qu'il termine, je trouve, dans ce Ouais, livre. Ouais. qu'est-ce que t'aimes pas justement dans son, Bah, son après, ça fait un moment que je l'ai pas relu, mais c'est vrai que il me semble hein, que dans la procédure du livre, il amène sur comment est-ce que tu peux en fait vraiment externaliser en fait presque toute ta vie administrative, etc. Et ben, de pouvoir justement être en vacances ou en voyage. Non. Et moi, j'ai plutôt apprécié les premières parties où il va t'expliquer les éléments un petit peu plus concrets, bah, typiquement la gestion des emails Ouais. et ces éléments. Mais je trouvais aussi son utilisation. Bah, tu vois, maintenant, je pense que c'est applicable à l'IA avec des agents IA, mais quand il avait aussi ses assistants virtuels, qu'il les délègue, je trouvais assez intéressant de comment est-ce que il applique aussi des presets assez business, mais dans sa vie privée. C'est vrai qu'on parle tout le temps de comment on s'optimise dans le pro. Ouais. Tu rentres, C'est le bordel. c'est le bordel. Donc ça, j'aimais bien ces petits côtés mais bon, après, tu peux pas non plus, je pense pas que tu puisses optimiser Non, toute ta vie. non, je pense que moi j'aime bien voir l'optimisation et l'efficacité au service de quelque chose. Ouais. Tu vois, genre au service d'avoir des week-ends libres, des soirées libres ou peu importe, mais au service de quelque chose. Je pense que tomber dans le piège de l'efficacité, on peut vite tomber dans le piège de l'efficacité, d'être efficace pour être efficace, quoi. Et trop de processus. C'est ça, On revient aux discussions d'avant. c'est ça, exactement. Donc, ok. Et est-ce que tu as eu une inspiration qui t'a poussé à faire ce que tu fais, un mentor, un ami? Moi, je sais que j'ai un ami qui m'a montré à une époque, on pouvait faire de l'argent en ligne, tu vois. Si j'avais pas eu cet ami, Je serais pas allé. je pense pas. Ouais. Bon, non, dans l'immobilier et de manière générale, je suis tombé un petit peu par hasard, donc j'ai plus Ouais. suivi le flow, mais non, sur des inspirations, j'en ai peut-être deux, mais de manière générale, l'entrepreneuriat, ça, j'ai eu là un petit peu le déclic à l'Uni. Bah, paradoxalement, quand tu es à l'Uni, tu suis des cours, mais on avait un cours d'entrepreneuriat qui nous a donné voilà, 2-3 outils. Mais ce que j'ai découvert pendant ce cours avec ce prof, c'était justement en fait, ce que ça t'apporte, et puis de voir que tu puisses créer à partir de pas grand chose, et puis que même si tu as 20, 22, 23 ans, enfin, ce côté, vous pouvez le faire, vous pouvez aller de vos propres mains aller créer quelque chose et pas forcément aller dans la voie. Toi, moi, j'avais fait l'Uni à HEC à Lausanne, etc. Donc, c'était très destiné sur un monde bancaire, corporate, ce que j'ai testé au départ, puis que j'ai pas du tout apprécié. Donc là, de voir cette voie-là, et puis après, plus de manière générale, ma marraine, elle est très inspirante pour moi. Entrepreneuse ou? Non, justement pas du tout entrepreneuse, mais qui a eu beaucoup de challenge dans sa vie, qui a toujours réussi à sortir du positif de ses interactions, toujours réussi à s'acharner sur la prochaine étape, à essayer de travailler, à jamais rien lâcher. Donc ça a toujours été un petit modèle qui m'a dit quoi. Quand c'était dur. 2022, 2023, c'est pas grave, le marché va repartir, on y croit. Donc ça, c'était un des modèles, je pense, que je garde dans la vie. Ouais. Super. Vincent, c'était un plaisir. J'ai passé un très bon moment. Pour mes lecteurs mes auditeurs, ça c'est vraiment l'écrivain, quoi. Pour mes auditeurs qui sont toujours avec nous, s'ils ont envie de te suivre un peu dans ton aventure, sur LinkedIn? Ouais, LinkedIn. Ouais. LinkedIn, Je on mettrai le poste lien, pas alors. mal de choses, et puis ouais, je pense que LinkedIn, à mon avis, c'est voilà, je partage pas maintenant Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. Est-ce que tu partages ou pas forcément? Mais c'est un projet Ok. voilà, de partager un petit peu plus, de montrer aussi voilà, un petit peu l'historique avec Néo, de montrer qu'au final on n'a pas besoin d'être mais rien que sur des sujets du digital, on n'a pas besoin d'être des génies du digital pour appliquer deux trois éléments de bon sens. Donc dans l'idée de pouvoir montrer un petit peu les enseignements qu'on a eu pendant les 8 dernières années, c'est un des projets. Mais LinkedIn, ouais, très bien LinkedIn. Cool, génial. Je te souhaite le meilleur pour la suite, pour toi,
pour Néo. Et puis, la Suisse, c'est petit, donc on se recroise. Merci beaucoup. Merci À bientôt. pour l'invitation, c'était top. Beaucoup Cool. plu. Et en fait, on n'a pas trop parlé pendant le podcast, mais nous, en fait, on a un avantage aussi beaucoup à l'interne, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est données, transparence, ça nous permet d'avoir des relations internes. Et ce qui est très cool aussi avec Néo, c'est qu'on a réussi à garder cet ADN des débuts. Alors, t'as jamais l'ADN. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, la culture, elle continue à être véhiculée, même avec 130 personnes. C'est que c'est parce que tu as les données derrière qui sont transparentes et puis en fait, les gens te font confiance, quoi. Ouais. Il y a toujours un petit Bien peu sûr, bien de sûr. société, mais c'est un élément qui fait qu'on a des des relations, je pense, entre collègues qui est beaucoup plus saine, à mon avis. Et donc, je pense que le turnover, il est aussi beaucoup plus sain, quoi. Oui. T'en as toujours, mais je veux dire, par rapport à l'industrie. Alors, je sais pas si t'as les chiffres sur l'industrie, mais je pense que ça doit se trouver et ça doit être intéressant de voir à quel point tu te dis, finalement, je présume, hein, c'est une hypothèse, mais j'imagine quand c'est transparent, le turnover, il est moindre. Après, c'est pas. Parce que tu as moins de débats, tu as moins de non-dits, tu as moins d'éléments sur lesquels voilà, et Suppose, quoi. Tu supposes, c'est là, et tu commences à faire des films. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on a vu pendant la période de marché qui était un petit peu moins bonne, c'est qu'on a aussi été transparent avec nos équipes. On a dit, oui, le marché Il le sent. a eu 100% de croissance. Là, le marché est moins bien. Là, on doit faire attention. Là, on va se battre. Mais le but, c'est voilà, on va repartir derrière, ça va repartir. Et quand ça va repartir, et ce qui est le cas maintenant, on sera prêt. Puis on sera prêt tous ensemble là-dessus. Mais c'est beaucoup de communication. Puis tu mixes un petit peu dans ta communication orale avec justement les faits derrière qui permettent d'avoir moins d'opinions en fait. Plus de vérité, qui éviter qu'on débatte de tout, quoi. Ouais. J'avais vraiment l'impression de discuter et pas d'être en podcast. Génial. Changer les caméras. Chouette. C'est cool. Excellent. Excellent. Mais j'aimerais bien faire le podcast dans l'autre sens. C'est-à-dire? Les questions que tu me poses, de savoir un petit peu toi, vu que tu vois tellement de monde là-dessus, de savoir aussi tes outils. C'est... En gros, hein, moi c'est ce que je dis, j'ai un framework en gros. Parce que c'est souvent les pépites, elles sortent à la fin, tu vois, genre quand. Ouais, c'est ça exactement. Mais en gros, si tu veux, j'ai ce que j'enseigne aux entrepreneurs qui viennent me voir, c'est t'as 4 éléments dans un système d'organisation, comme moi je l'enseigne. T'as un bit de cerveau pour capturer les idées, ça peut être ton calepin, ça peut être une app, peu importe, hein, pour capturer les idées qui te viennent au fil des heures, pas les oublier et puis pas dévier. Oui. Genre facture du dentiste, je vais vite la payer, il m'a pas payé, je vais dans mes emails, tu vois. Genre. Après, un endroit où tu as tes projets, donc c'est-à-dire c'est quoi mes projets de fond. Puis là, je suis en Kanban, c'est-à-dire voilà. LinkedIn, j'ai ça, voilà, avec quelques KPI. Donc ça, c'est les projets de fond. Puis après, tu as l'agenda. Puis pour faire tenir le bordel en place, c'est une petite révision hebdo, une fois par semaine. Et tu reprends les Et en fait, tu prends tes projets, tu dis à quel moment j'ai bossé sur ces projets. Puis après, tu as une autre partie, c'est toutes les tâches récurrentes qui reviennent des business. Et donc là, tu as une sorte de mix long terme, court terme. Et juste ça. Mais c'est ta révision hebdo, en fait, je pense, ton clé là. C'est ça, exactement. Il est au centre du dessin. Et en fait, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, la personne, quand elle va vouloir dire oui, elle va avoir en tête ses projets, elle va avoir son agenda, et souvent, elle va se rendre compte par elle-même, ça rentre pas. Plus tard que hier, j'avais deux clients en call. Les deux, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai déjà payé, j'ai déjà signé. Je fais, OK, mais là, tu viens de perdre 3 jours sur... Tu as une échéance fin juillet, tu viens de perdre 3 jours, tu seras en séminaire 3 jours. Fine. On verra comment ça se passe, parce qu'il y a une échéance. Une autre personne, elle a plus désengagée. Donc voilà. C'est vrai qu'on a vite tendance à, tu vois, nous aussi, on fait tout, on fait nos retraites de fin d'année entre managers, entre head, on décide des projets, on est en train de regarder si on veut passer sur les OKR, etc. Mais moi, les OKR, je suis en train de lire le fameux sur le Measure what matters. Parce qu'en fait, Fabio, il me l'a recommandé. Je l'avais déjà lu, je l'ai relu. Là, je vais interviewer un spécialiste des OKR à Paris. Puis j'ai vu qu'il faisait une formation. Puis je me suis dit, peut-être que je vais me former aux OKR, parce que je trouve intéressant. Donc voilà. Mais je sais que Coca, justement, ils ont pas mal travaillé dessus. Mais c'est vrai que t'as vite tendance, en fait, tu vois, nous, on va redispatcher. Après, on essaie de faire justement ces KPI par trimestre. Mais t'es dans un trimestre et t'as vite fait une dizaine de jours, boum, en fait, tu sais plus le gros projet majeur. C'est ça. Mais un point qui revient souvent, c'est il y a un livre qui est très bien, que je te recommande si le sujet t'intéresse.
Je pourrais t'envoyer, c'est Making Work Visible. Ok. Making Work Visible de Dominica De Grandis, je t'enverrai la ref. Et moi, il m'a vraiment pas mal aidé à comprendre l'importance, parce qu'on est 80% de la population, le sens primaire principal, c'est la vue. Tant que tes objectifs sont cachés dans des onglets, dans des softwares, tout ça, c'est Tu les vois. Ouais. très, très facile à les oublier. Alors, elle, son truc, c'est afficher. Afficher les projets en cours, trouver quoi. Alors, soit un écran, soit un dashboard, mais vraiment que les gens le voient. Ok. Ouais. Et à partir du moment où tu réunis des gens autour d'un projet ou plusieurs projets ou un portefeuille de projets ou même une cartographie de processus et tout le monde voit, Derrière. il y a un truc qui se passe. Ok. Donc, Intéressant. voilà. Ouais. T'as d'autres. Tu lis ou bien tu... Ben, ce que je te disais avant, justement, je sais que j'aimerais bien. Ouais. Je me suis pas trouvé le temps suffisant pour Ouais, pas encore, lire. quoi. Moi, j'ai trouvé une parade, c'est que je suis beaucoup de personnes sur LinkedIn et sur Insta aussi. Ouais. En fait, le contenu vidéo, j'ai beaucoup plus de facilité. Bon, ça, c'est normal. Ouais, ça, ouais, bah, Du coup, je me rattrape. Donc, les LinkedIn très marketing, très startup, puis après Insta plutôt, soit pour le privé, plutôt beaucoup d'éléments sur la vente aussi. Sur Insta, il y a beaucoup plus de contenu sur intéressant. les techniques de vente, sur les structures, etc. Et ça, c'est des contenus qui me vont assez bien, tu vois, de te prendre 50 secondes, 1 minute de vidéo sur ce que t'apprends, et tu la saves et tu la ressors derrière. Donc, Bah, tu la testes. mais si t'as des recommandations de livres aussi, Ouais, bah, je te avec grand plaisir. Si t'as une petite liste, je pense qu'on peut en avoir une. Ouais. Mais avant, c'est quoi les sujets qui t'intéressent, quoi? Bah, moi, tout ce qui est, Quoi, en ce moment, il y a beaucoup. Après, je t'intéresse, mais qui te serait le plus utile sur le court terme? Court terme, moi, c'est beaucoup sur psychologie humaine, acquisition, marketing, Ouais. comprendre les comportements. Influence, Ça, tu l'as lu? Non, De Robert Cialdini? non, non Il est plus. bien, Ouais, c'est le même, hein. ok. T'as Persuasion aussi, qui est très bien. Oui. De Robert Cialdini, toujours. Mais si tu veux en lire qu'un seul, c'est l'influence et la manipulation. C'est un peu la base, quoi, dans ce domaine-là. En tout cas, moi, je le trouve comme la base. Après, il y a plein de livres, hein, sur Badger, mais vraiment bien. Et puis, Persuasion, c'est ce qui m'a fait changer le site web, quoi. Ouais. Puis après, moi, c'est toujours un petit peu les grandes problématiques, c'est que j'aimerais bien avoir parfois la clé pour savoir comment faire mieux travailler les équipes, tu vois. Ouais. Et t'as beau travailler sur toi, mais de savoir comment est-ce que tu le transmets et puis comment est-ce que tu rechallenges derrière pour. Alors moi, je trouve ça assez gratifiant, tu vois, de pouvoir de voir qu'en fait, ils se sont réorganisés, mais dans la façon de travailler, pas forcément dans le résultat d'un projet. Et que tu sais que tu as pu un petit peu les accompagner là-dessus, c'est toujours des éléments qui sont. Ouais, je note. C'est assez marquant. J'aurais un livre sur le sujet. C'est vrai que c'est un mélange de gestion humaine et puis d'influence, quoi.